anti-epileptic drug. And we are going to be dividing drugs into anti-seizure medications, which is what I'm going to be talking about today, and in fact are the only things that are available currently to treat epilepsy, as opposed to what hopefully will be coming in the future, which is disease-modifying epilepsy medications. This is to highlight that most medications do not alter the course of epilepsy and are essentially symptomatic therapy. So what does that mean? That means, for example, if I had this poor guy with pneumonia, I could treat his pneumonia if I knew how to treat it, and that would be a modification of his disease. If I didn't know how to treat his pneumonia, if we were back in the 1800s, I might give him a cough medicine, which is basically what we're doing for seizures. We're giving a symptomatic therapy, which is basically like treating his pneumonia with a cough medicine. So probably all of you are familiar with this data, which is the outcome with initial drug therapy, showing that currently with the medications that we have, we get about half of people seizure-free with the first drug as monotherapy. A few more get seizure-free with the second drug, many fewer more with a third or combination therapy, ending up with about 2/3 of people becoming seizure-free with medication and about 1/3 of people not. This is data from Kwan and Brody, showing that when they did this initially in their first seizure clinic in 2000, the percent that became seizure-free was 64%. And despite the approval of many new anti-seizure medicines from 2000 to 2012, unfortunately, the number of seizure-free patients only jumped from 64 to 68%, meaning that we don't have great options still for people with treatment-resistant epilepsy, although we are making strides, as I'm going to show you. But the new medications certainly give us more options for the people, the 2/3 of people who are treatment sensitive, and that is very important as well. So then how does a physician pick what the next anti-seizure medicine should be? The first thing is to make a good diagnosis, to understand what kind of epilepsy someone has. The second is to understand the characteristics of the different drug choices. Do these drugs cause side effects? Are there risks in pregnancy? Are there drug interactions we have to worry about? And the third point is to understand the unique characteristics of the person that you're treating and what is important to them. Do they have mood issues? Do they have weight issues? Is it a woman who wants to become pregnant, or do they have a need to function at work and school? When you do those three things, you're not going to have a list of 20 drugs for each person. You're going to have a very short list of appropriate medications, and then you can move from the most appropriate to the least. So the first thing, as I said, is to figure out what type of epilepsy somebody has, because there are drugs that are appropriate for focal epilepsy, that is focal aware, focal impaired, and focal to bilateral tonic-clonic seizures. And I've listed them here, brivaracetam and cenobamate being the newest ones. And then there are drugs that are only effective for generalized seizures. Clonazepam we usually only use for myoclonus. Ethosuximide is really only effective for absence seizures. And then there are drugs, unfortunately, more drugs as time goes by that we call broad spectrum, because they are in fact effective for both focal and generalized seizures, and you can see them here. More and more recently, drugs are being approved for very specific indications in orphan diseases. And these are the drugs that have been approved since 2008. And you can see the indications in green are the ones that are for orphan diseases, mostly Lennox-Gastaut, Dravet syndrome, and seizures associated with tuberous sclerosis. Whereas the more common epilepsies, there have been not as many drugs approved for. The focal seizures are in red and the primary generalized tonic-clonic seizures in blue.
So with that in mind, what evidence can we use to select therapy? I've been asked to provide an evidence-based approach. Well, the types of studies that are performed usually for newly diagnosed patients are randomized active control comparison monotherapy trials. These are mostly performed in Europe, where a new anti-seizure medicine is compared in newly diagnosed patients to a standard anti-seizure medicine. The patients are not on any medication. They're titrated onto one of these two. It is usually, but not always, blinded. And then they are followed usually for 6 months to a year to see what happens and whether they remain seizure-free. Whereas for treatment-resistant patients, we have the standard design, which is usually the design that gets drugs on the market to begin with, which are randomized placebo-controlled add-on trials. These are usually done globally. Patients start on 1 to 2 anti-seizure medicines. There is a baseline period of usually 8 weeks where their baseline seizure count is determined. They're then titrated onto several doses, usually 1 or 2 doses of the new standard, the new anti-seizure medicine, and that is compared to a placebo arm. And usually that is a 12-week treatment. The outcome of these trials is usually median % reduction in seizures. Now, when we look at the results of the head-to-head monotherapy trials, they have not usually been very successful in telling us which drug we should start with or what drug is better than another drug. And you can see the very large number of studies all the way down to the more recent one, lacosamide versus carbamazepine. And what I've done is I've highlighted in yellow the only studies that actually showed a difference between these drugs. That tiagabine is worse than carbamazepine, and I don't think many people use tiagabine anymore. That vigabatrin is worse than carbamazepine. Well, that really doesn't matter so much because we don't use vigabatrin in newly diagnosed patients. And finally, that pregabalin was inferior to lamotrigine in newly diagnosed patients. So interestingly enough, 3 non-sodium channel blocking drugs were inferior to a sodium channel blocker in newly diagnosed patients. You can also see that whereas the type of evidence, the class of evidence, obviously the higher the evidence, the lower the number here. So class 1 is the best. The class of evidence was relatively poor for the older studies, and now the class of evidence is better, but the number of patients that we have to enroll in order to get this information is becoming larger and larger. Now, there are 2 studies that actually did give us some information that might be helpful in terms of selecting first drug. And those were done in England, and they're called the SANAD studies. And SANAD stands for comparing standard and new anti-epileptic drugs, which of course now would be anti-seizure medicines. So there was a SANAD 1 and there was a SANAD 2, all of them done in newly diagnosed focal epilepsy, but using different medications. The first one compared lamotrigine, carbamazepine, topiramate, and gabapentin for focal epilepsy. And the second one didn't go back and look at those, but since lamotrigine turned out to be the most efficacious, not the most efficacious, but led to the least withdrawal or the highest probability of remaining on drug, they then compared those to 2 newer drugs that had not been available during the first study, which were levetiracetam and zonisamide. And here you can see a very significant superiority of lamotrigine over both levetiracetam, and zonisamide. And I want you to pay very close attention to this, because when I speak to neurologists and ask them what their drug of first choice is, it's almost always levetiracetam. And I understand absolutely that levetiracetam is much easier to use in newly diagnosed patients than lamotrigine. Lamotrigine requires some skill. It requires titration.
there are drug interactions, but when you look at the likelihood of remaining on medication in the long run, and of course you can discontinue medication either because there are side effects or because seizures are breaking through, lamotrigine did substantially better than levetiracetam in the SANAD study. Now, not everybody is excited about the SANAD study because it was an open label study, so they got randomized, but then the doctor knew what drug they were on, and people were concerned that perhaps there was a bias that some of the physicians might have brought to the table, but it's still important to look at these results. And now I'm going to look at the SANAD results here with you in idiopathic generalized epilepsy. In the first study, valproate was compared to lamotrigine and topiramate, and valproate was superior to lamotrigine and topiramate in terms of the probability of remaining on drug. Now, I say that despite the fact that, of course, half of our patients almost are women of childbearing age, and there's a big problem with using valproate because of the likelihood of teratogenicity, which we'll talk about in a bit, but it was superior in terms of the probability of remaining on drug. And then, you know, the great hope was that levetiracetam would solve that problem for us, but in fact, levetiracetam was also substantially inferior to valproate in terms of remainder on drug. And again, this is newly diagnosed patients. When you look at results in add-on studies, and now I'm focusing on the likelihood that somebody who was treatment resistant would become seizure-free, you can see that the likelihood of making a treatment-resistant patient seizure-free with most of the newer anti-seizure medicines is quite low, until we get to the most recent one, which is cenobamate. Cenobamate is like lamotrigine in that it's difficult to use. It requires some titration. There's some potential serious adverse events of serious rash, but it is the only drug that gave treatment-resistant patients a rather substantial likelihood of becoming seizure-free if they were able to get on the highest dose of 400 milligrams. So those are the results of trials. Now I'm going to switch to talking about how we change those results from trials into best care, because a single trial, and certainly a single placebo-controlled trial, is like asking the question, can a bus get me from New York to Philly? Well, you know, if I compare taking a bus or not taking a bus, I can find out how long the bus took, the likelihood that it crashes, sort of like an adverse event, what the cost of taking the bus is, and the number of people that actually get from New York to Philly versus not taking a bus. But that's not really the question that our patients are asking. Our patients are asking not, can a bus get me from New York to Philly, but how should I get from New York to Philly? And I am not you. I have many differences. Maybe I'm claustrophobic. Maybe I own a car and it's easier for me to go by car. Or maybe the train is too expensive or the plane is too expensive. So you have many characteristics of me as a person and many characteristics of all the different types of transportation that can get me from New York to Philly. And that is a very similar situation with how we look at trials that tell us whether drugs work or not. And even the SANAD study that in one arm at least compared 4 different drugs did not allow us to choose a drug based on patient characteristics. So maybe, for example, one drug would have done even better. Let's say valproate would have done even better in terms of remaining on drug if I had not given it to people who were overweight already, because valproate increases the likelihood of gaining weight. So could we have actually gotten better outcomes from all the drugs? Or maybe one of the drugs that didn't do as well would have done better if we had selected based on patient characteristics. And that is personalized medicine. It is also known as individualized medicine or precision medicine. And what it means is, rather than picking the same first choice for everyone, you use all the data that you have to select the best choice
for each person. So who is most likely to benefit from a specific anti-seizure medicine? Well, this is what our patients look like to us now. We sure would like them to look like this, where we knew, oh, this person would do better on lamotrigine. This person should get levetiracetam. This person should get an mTOR inhibitor. And it's not all about genes either, because this is, going way back to Lennox, who talked about the two Lennox twins. They were identical twins who had epilepsy, and it taught him a lot about the heritability of idiopathic generalized epilepsy, which of course we know if you have an identical twin, there is a 99% chance that your twin will also have epilepsy if you have idiopathic generalized epilepsy. So they were identical twins. You see that they had identical, essentially, EEGs, but strangely enough, they did not have identical drug response. One twin responded to ethosuximide, and one twin responded to tridione, which was another drug available at that time. So there is more to drug response even than genes. Precision therapy means matching the treatment to the patient. The majority of patients, as I already showed you, with focal epilepsy will respond equally in terms of efficacy or likelihood of seizure freedom to any anti-seizure medicine. But this is not equivalent to saying that any anti-seizure medicine is as good as any other. The more you know about the patient, the more precise your therapy is going to be. So are we there yet? Well, unfortunately, the golden age of personalized medicine has not quite arrived. Nonetheless, we can make educated choices to optimize outcomes in our patients. So one thing that I just wanted to stop and mention, I already told you that there are recent studies of emerging anti-seizure drugs in orphan diseases such as Dravet and Lennox-Gastaut. Is that precision medicine? I'm going to pick cannabidiol for Dravet or rufinamide to Lennox-Gastaut. Well, unfortunately, to date, these studies have only determined that the bus will get you from New York to Philly, so to speak, that the drug under study is more effective than placebo in that syndrome. But the studies have not proven either that the drug is more effective than other potential therapies or that the drug will be more effective for this syndrome than any other syndrome tested. So to me, it falls a little short of precision therapy. So let's talk a little bit about adverse events. We can have dose-related adverse events that can occur at any dose, but the likelihood goes up as the dose goes up. It may happen during titration and then improve over time. There are idiosyncratic adverse events that are usually not dose-related, but can be serious or life-threatening, such as serious rash, hepatic failure, or aplastic anemia. There are psychiatric and behavioral adverse events, and there are body changes such as impact on hormones and bone density and weight increase and decrease. For idiosyncratic adverse events, the older drugs, carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, and valproate, had a much higher likelihood of having idiosyncratic adverse events, but the newer drugs are not free of adverse events. As we know, felbamate can cause bone marrow failure and liver failure. Lamotrigine can cause serious rash. Topiramate can cause kidney stones, glaucoma, heat stroke, etc., hyponatremia with oxcarbazepine, and so on. So Paracelsus, who lived from 1493 to 1541, said very importantly, poison is in everything and no thing is without poison. The dose makes it either a poison or a remedy. And that in Latin is dosis sola facit venenum. What I say is that every medicine that we give will be a poison to someone, and how it is used and in whom it is used will determine the likelihood that it is a poison. In other words, with skill, the provider can avoid a medicine becoming a poison. Noli esse stultus,
And that translates to don't be stupid. So for example, we know that some drugs are more likely to impact psychiatric function. Levetiracetam, topiramate, zonisamide, tiagabine, phenobarbital, perampanel may worsen psychiatric function either by causing irritability or causing depression, whereas some drugs may actually decrease mood lability or actually work as an antidepressant, including carbamazepine, valproate, lamotrigine, and pregabalin for anxiety. Of course, these are only the most common effects, and sometimes drugs can do the opposite of what you expect. People ask about brivaracetam, which was supposed to perhaps be a levetiracetam without mood disturbance, and it does seem like there may be some improvement in that regard, but we are still collecting evidence on that. Valproate, gabapentin, carbamazepine, pregabalin, ezogabine, and perampanel all increase weight. Topiramate, zonisamide, and felbamate all decrease weight. There are cardiac effects of anti-seizure medicines. Lamotrigine and other sodium channel blocking anti-seizure medicines very publicly in the last year were shown to produce a risk of AV block or intraventricular cardiac conduction defect, such as heart block. Lacosamide can cause cardiac conduction disturbances. Sodium channel blocking enzyme-inducing anti-seizure medicines can increase the risk of cardiovascular disease. And that actually is something that came from a colleague of yours in Calgary. And there are other factors in anti-seizure medicine selection. Each anti-seizure medicine has unique characteristics, including cost, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, the likelihood for dose-related side effects, risk for serious health problems, and likelihood of birth defects. There are issues in females more than males, where contraception, pregnancy, cosmetic impact, and bone health are all issues. When you look at the drugs that are most problematic in regards to causing birth defects, we're looking at topiramate, phenobarbital, and valproic acid. And certainly, we sometimes need to avoid hepatic induction, drugs that increase hepatic induction. And some of the most powerful drugs affecting liver function and hepatic function are anti-seizure medicines, including phenytoin, carbamazepine, and phenobarbital producing induction, oxcarbazepine, S-licarbazepine, and topiramate at high doses causing induction as well, and valproate causing inhibition. Induction increases metabolism through all the selected pathways, and therefore all substrates are affected, including those that are intrinsic to the body, such as hormones and vitamins, as well as other medications that patients can be taking. So how does the presence or absence of hepatic enzyme induction impact precision selection? It can impact women of childbearing age, individuals with comorbidities who have to take other medications, individuals who are elderly who might start another medication very shortly. For example, enzyme induction in women produces an alteration in estrogen levels, an increase in vitamin D metabolism. It can reduce oral contraceptive efficacy. And I've listed the drugs where that may be true. And it can lower vitamin K exposure during pregnancy, leading to possible bleeding complications. Here is a slide showing you that carbamazepine, felbamate at higher doses, phenobarbital, phenytoin, oxcarbazepine, and S-licarbazepine, and topiramate at higher doses can cause oral contraceptive failure. And lamotrigine, as I'm sure all of you know, can fail in the presence of an oral contraceptive because the oral contraceptive actually induces the metabolism of lamotrigine, increases the clearance, and lowers the exposure. And here is
very complicated slide showing what anti-seizure medicines affect other drugs at high risk, medium risk, and possible risk. And you can see here, for example, that carbamazepine affects warfarin, simvastatin, quetiapine, mirtazapine, risperidone, all commonly used drugs, and medium risk for citalopram, trazodone, and levothyroxine. So, these are the kinds of things that you need to keep in mind, that people who are taking a combination of other medications should probably not be on phenytoin, carbamazepine, or phenobarbital. So in regards to a drug can be a poison for anyone, adverse effects can be caused by matching the wrong drug to the wrong patient. So if you give pregabalin or valproate to a woman concerned about weight, if you give an enzyme-inducing anti-seizure medicine to a woman taking an oral contraceptive, to give carbamazepine, oxcarbazepine, or S-like carbazepine to an elderly man on diuretics, increasing the likelihood of hyponatremia, to give valproic acid, phenobarbital, or topiramate to a woman planning pregnancy. So these are all fantastic drugs, but they are not good drugs for these particular individuals. So that is where the absolute precision medicine comes in, is giving the right drug to the right patient. So we are trying, I'm part of a Lancet commission of some senior epileptologists who are trying to make this easier for the general neurologist, because we understand how complicated it is. So we've taken all the seizure medicines and all of the things that identify patients differently. Depression, are they overweight? Are they underweight? And we've said, -1, don't give this drug to this particular person, or +1, you might want to actually match this drug to this person. For example, if somebody's underweight, maybe valproate is a good choice, or gabapentin is a good choice. And now you can see here, for example, that if somebody has memory impairment or cognitive issues, valproate might be a fine choice. Topiramate, -1, would be a bad choice. So hopefully that will be available in about a year, and hopefully that will help out. And in summary, drug selection is not easy. There are many things that have to be considered. There is no one size fits all, unfortunately, in epilepsy therapy. You need to individualize and assess the needs of individual patients. Thank you so much for your attention, and I hope that I was speaking loud enough. Thank you. We did hear you very well. It's time for questions. So if you have any questions, use the chat function. I can start. So my first question, Dr. French, is can you comment on a lot of neurologists have the feeling that gabapentin is not a good drug, is not as efficacious as the other anti-epileptic drugs that we have. What's your feeling on the position of gabapentin or pregabalin? I'm not sure it's a great drug for newly diagnosed patients, honestly. I'm of the belief that sodium channel blocking drugs are probably more efficacious, and it did not do as well in the SANAD study. However, I think, for example, for elderly patients, it actually, there was a study that showed that it was reasonably effective. It's very well tolerated. So it would be a reasonable try. Elderly patients tend to be a little easier to treat than newly diagnosed younger patients. After that, the numbers you showed with cenobamate is quite nice. It's quite impressive. We should have it within a year, maybe. What's been the post-marketing experience with cenobamate? I think among my epileptologist colleagues, it is absolutely the go-to medication
for people who are difficult to control. And at this point, if you have somebody who doesn't have mesial temporal sclerosis, it actually is a drug that we would like to try before sending somebody to epilepsy surgery, or a lesional, a non-lesional epilepsy that's non-temporal. It would certainly be tried before surgical intervention. It seems to be quite safe when you titrate it slowly. And it's actually pretty well tolerated until people sort of hit a wall at some point. And even then, when you drop down other medications, it seems to be well tolerated. There has been no new safety issues. Not to my knowledge, no. Another question then. Let's say you have a childbearing woman and she's tried in the past lamotrigine and levetiracetam, but that was, for example, during adolescence or young adulthood. And then so she's on valproic acid, and now it works well with valproic acid. But like let's say she's 27 now, and she wants to become pregnant. Would you try again something she's previously failed, but at a younger age? Well, I mean, there's a lot that goes into that answer. Obviously your choices are just not great for women of childbearing age. What I would recommend in that circumstance is to find out as much as you possibly can about the failure and the cause of the failure, and also find out as much as you can about the current seizures. So did she fail because the dose wasn't high enough? It wasn't pushed high enough? Did she fail because she had side effects? And if so, what were those side effects? Perhaps, you can give the drug in a different way in order to mitigate the side effects. So there are still many things you can do to try and see whether she can go back on those two medications. Can you comment on the interaction with new anticoagulants that are used now? Do we know a lot more with interactions with the anti-seizure medication we use? I do not know the answer with the newer anticoagulants. So I think the best thing to do there is just go to the package insert, and they will absolutely give you the response to that. Okay. I will tell you that there's an issue now with, and I'm going to forget how to say it, but the drug that is currently Paxlovid, that is currently being used for COVID, when somebody over the age of 60 has COVID, the oral medicine that they give is Paxlovid, and there is a drug interaction between that and the enzyme-inducing anti-seizure medicines. So, what we used to say is when you give an enzyme-inducing anti-seizure medicine, it's sort of like then you have to change everything else around it, which is like rearranging the room around the telephone. So the best thing to do is just not to start with an enzyme-inducing anti-seizure medicine unless you absolutely have to. Another question is, can you comment on weight gain with some medication? Is there, can you specify like the percentage of people who will have weight gain on, like, for example, gabapentin, and the intensity of the weight gain? I guess there are some drugs that are more prone to this, and others it's possible, but not as likely. Right. So I would say about a third to a half in terms of the number who do gain weight. And the worst actor, of course, as I think we all know, is valproic acid. I have seen people gain 100 pounds on valproic acid, which is definitely a very significant adverse event. And it's really heartbreaking when that is the only drug that keeps somebody seizure free. And I've also seen that.
And, we try many other things in order to try and reduce it. The other thing that you should know is that the weight issues are dose related. So to the extent that you can even reduce the exposure in some way and keep people seizure free, you can help a little bit with the weight increase. For example, you can try a lamotrigine valproate combination to decrease the amount of valproate that somebody is exposed to. But yeah, up to 100 pounds. What about carbamazepine or gabapentin? That's more like 20 pounds, which is bad enough. It usually doesn't go beyond that. Okay, and that's also in your experience, a third of patients or half of patients? Yeah, about a third to a half. Oui, ma'am. Yes. With an echo. Oh, there it's gone. So, hi, Jackie. It's Mark Kieser. Just a. This talk? I'm sorry. I said, you want to give this talk? No, you've done a great job. I don't think I could do it better. Absolutely couldn't. It's a question about. Oh, sorry, we can't hear you right now. Mark is one of the doctors that's helping with the Lancet Commission, trying to make some sense out of this for people. It was a question. I have a question about synergistic interactions. There are certain medications where we believe when we combine them, they're more efficacious than one alone. Is that something that you practice, that you consider? And if you do, which medications? Thanks for that question. So many people have tried in animal models to look for synergy. And in animal models, apparently it's very easy to find synergy. There are many. They make isobaric graphs to show the enhancement of effect of one drug when another one is added at subtherapeutic doses usually. But when that gets translated into the clinic, it does not work in the vast majority of cases. And the one drug in the clinic that has been shown, and I think maybe that was what prompted your question, has been shown over and over and over again to actually have some benefit in combination, is the combination of valproic acid and lamotrigine. Unfortunately, it does seem to exacerbate some of the adverse events as well as some of the therapeutic success. So tremor is usually worse when you combine the two, but nonetheless, in people who are treatment resistant and, in people with treatment resistant idiopathic generalized epilepsy, for example, it has gotten people seizure free who were not seizure free on either drug alone. Okay, I think that's about it. Any more questions? Thank you very much, Dr. French. It was great. So, on va faire une petite pause jusqu'à 11h15, le temps de mettre les diapositives du prochain conférencier et de le connecter en ligne.
Sorry, can you hear me now? I didn't see the chat. Yes, we can hear you. Vilas? Yes, I'm here. Hear you. So we'll start in 4 minutes. Okay, great. Thanks. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, on va reprendre. Je vais vous présenter notre prochain conférencier, Dr. James Willis, qui est professeur et chef de la neurologie pédiatrique à l'Université de Tennessee Health Science Center. Il est aussi le directeur du programme d'épilepsie à l'hôpital pour enfants Le Bonheur. Il a fait sa résidence à l'Université d'Oklahoma, puis un fellowship en neurologie pédiatrique au Children's Memorial Hospital de l'Université Northwestern, ainsi qu'au Medical College of Georgia. Ses intérêts comprennent le traitement d'épilepsie chez les enfants et les adolescents, que ce soit au niveau de la médication, la chirurgie, la diète ou la neuromodulation. Et il a publié notamment plusieurs articles très intéressants sur les traitements des crises en rafale, qui est le sujet de sa présentation aujourd'hui. So it's great to have you here today with us, Dr. Willis. Please take it away. Oh, thank you very much for the kind invite. And I wish I could have been there in person for Quebec Day. Just a great tradition. So thanks for inviting me. My challenge is to try and update and cover kind of what we're doing or with kind of rescue therapy, what's it been called, or
how we deal with our patients that have seizure emergencies when they're outside the hospital setting. And I think that with modern availability of better agents and more in the pipeline, maybe we can talk about that in the Q&A session for this. It will be a little bit of a paradigm shift for all of us in the field of epilepsy. And I would argue that will be similar to what occurred in the field of pulmonary medicine with asthma many, many years ago. So historically, if you had asthma, you were on chronic maintenance therapy. But when I was doing my general pediatric training, if you had an exacerbation of your asthma, there really were no good at-home inhalation agents. So those children and adolescents came to the emergency department, they got a breathing treatment, they got fluids, they maybe got a dose of intravenous steroids, and if they improved, which the vast majority did, they went home. Well, nowadays, they clearly are all prescribed chronic maintenance medicine if they have that need, and then some type of inhaler to use to minimize or to help them deal with exacerbations or uptick in their disease severity. And I think that change in our thinking also needs to occur in neurology in the modern era as we approach epilepsy. We have patients that are on chronic maintenance therapy, but for many of them, there's the possibility or there's the actuality, because they've already done it, of them having an uptick in their seizure frequency at an inconvenient setting or time. And to have the option of having good rescue agent that they could do by themselves and not end up in a hospital emergency room is a huge benefit to our patients for their quality of life and for their caregivers' quality of life, just as it is for our asthma patients. So I think that shift in our thinking of not only kind of just saying, gosh, how do we pick the maintenance medicine, as we just heard from the prior speaker, Dr. French, but how do we pick a emergency medicine that they have with them as well, too. So kind of the premise, and this is, as I said, a paradigm shift we're just getting to in neurology. It's there in other areas of medicine. We just haven't had appropriate products, so we haven't had to think along those lines. So if we look at rescue therapy out of the hospital and say, gosh, what's the holy grail? Well, this is a area that I would argue is owned by the family of compounds known as benzodiazepines. They currently own this. They have owned it historically. The new compounds being developed are benzodiazepines. So at least for the immediate time being, in the future, this looks like it's owned by the benzodiazepine family. And then the question kind of comes up, which benzodiazepine and which route of administration. And I've listed, a couple that are available depending where you live. And other routes are in the development. So what I thought I would do that would maybe be the fairest way to approach this is look at these as individual benzodiazepines. And I'm going to do that starting in historical order. So I'll start with the diazepam. Diazepam is a chemical moiety that you know well. It was developed in Europe by Hoffmann-La Roche in 1959, approved in the United States by the FDA in 1963. And we all remember that Henri Gastaut used it first in the treatment of epilepsy, actually to treat status epilepticus in 1965. So this is a chemical moiety we've had for over 60 years. So I will not tell you anything you don't know about diazepam. It's a well-known molecule. To give you an idea, between 1968 and 1982, it was the #1 prescribed drug in the United States. So 15 consecutive years at #1. So beating the Beatles and other groups that have the ability to stay at #1. So a well-known and a obviously well-used compounds. The World Health Organization lists diazepam as an essential medicine. So if you were going to start your own country, you would want some formulation of that in your formulary as well. So this is a compound that's been used for a long time to treatment of epilepsy. It wasn't until the end of the last, kind of millennium that we started to use it for out-of-hospital therapy. And it really wasn't used in that setting because there was concern that it was just not safe to treat seizure emergencies out of the hospital. We know now that it's not only safe, but actually it's safer than not treating them. So various formulations have been developed. The rectal gel was the first FDA-approved formulation in the United States in 1997 that we had, and the first kind of approved out-of-hospital therapy.
At the time that was approved, there were 2 placebo-controlled trials that had been done. One was a single dose trial compared to placebo, looking at outcome over 12 hours. The other was a multiple dose trial, again, compared to placebo, looking at outcome over 24 hours. Those 2 trials, and I'll show you one other trial, are 2 of the 3 only randomized controlled trials that have been performed in the entire history of treating out-of-hospital therapies using rescue therapy. So it's an area that we have a lot of data. Some people have strong feelings about which one to use, but I think if I just alluded to, we have very little what we'd call real data from randomized controlled trials. So when Diastat was approved in the United States, many of us quickly realized that while this was great to have a kind of pharmaceutical preparation that was reliable and could be given safely at home, that it really wasn't acceptable to many of our patients because of the route of administration. And this really led to other, formulations being developed and the other different types that I'll show you here and walk you through. So how did we get to Diastat? So, really goes back, and actually this publication is 1980, the first one to really look at some of the PK and help understand that by Molinar. But there was reports in the 70s, mainly out of Europe, where they were using intravenous diazepam solution, giving it by tubing and syringes to primarily children with prolonged febrile seizures, or young children. And Molinar's was really the first one to look at the pharmacokinetics of the different routes of administration and say, wait a minute, what makes sense? And we all understand that the IV product, which is hopefully it shows up on your screen, kind of the purple line here, that you basically get immediate levels. They're achieved very quickly. It does redistribute, so they fall off. But these immediate levels going from 0 to very therapeutic, I would say, levels are what allow it to work so well when given it intravenously. But the immediate effect on the GABA receptors and inhibition, especially on brainstem GABA receptors, this immediate high peak, and then the GABA inhibition in the brainstem around respiratory centers is also what leads to the hypopnea, and especially with multiple doses. So if we give this IV dose, we wait only 15 minutes or so, we're here, and then we give another dose and really escalate our levels. That's when our patient goes often from hypopnic to apneic. So that was kind of recognized after Molinar's work. The clinical observation had been known, but what he nicely showed was that rectal appeared to be better because of the chemistry of this compound for administration than intramuscular, that you did obtain those same nice sustained levels, but it was quicker. And that's what led to the development of the rectal product. If we look at the actual Diastat data, we see that if we used what was felt at the time of these publications at the end of the 90s to be a therapeutic level of diazepam that need to be achieved of 200 nanograms per ml, that got there within 30 minutes, 15 to 30 minutes, sorry, with subsequently, and mainly based on, these are all based on animal studies, these ideas about the levels. Many investigators have felt as though this level, instead, this is really, we may have been too high historically, that this really may be down somewhere around 70 to 100. And that may explain why some of our products, even though their Cmax is out here at an hour and a half, show onset, within minutes for our out-of-hospital treatments. So it may fit with the clinical observation, kind of the rethinking in animal models. But what this study nicely showed is, yes, we don't get our immediate peaks, so we avoid these respiratory issues. We do get a quick delivery, but it's much smoother. But more importantly, we sustain concentrations that are hopefully will prevent recurrence of seizures for a prolonged period of time, and better than IV because of the lack of redistribution. So that was some of the data that kind of fueled the development of rectal products. That wasn't acceptable. There was a thinking that folks would like intramuscular products. So there was an intramuscular auto injection. So much like an EpiPen, you can see here that you just hit the button and it ejects.
You can see the blue safety, but then there's a button. You would just kind of click on your thumb on that. So much like an EpiPen for people having anaphylaxis, and our patients could carry this with them. They or a loved one could administer it. This has never made it to civilian use, even though it did have randomized controlled trials. So it's not a product I include in my randomized trial statement because it didn't get to civilian use. This is still what the military carries. Most militaries in the world carry this with them, along with a couple of other auto injectors to protect themselves against a nerve gas assault. So it's still manufactured and sold, but just only distributed for military use. And it's been that way for, probably close to 10 years now as well. What other formulations? So there's another novel formulation that's come out. I think many in the audience may be familiar with Listerine strips that look kind of like this. Little strips that you put in your mouth and almost dissolve immediately, that they have kind of Listerine in them. The idea that you could embed pharmaceutical compounds, as kind of seen in this cartoon, in this matrix, then it could be, depending on the amount of chemical in here you put in, you have a thin strip that is then placed on the buccal surface of the mouth, outside of the teeth, in this case, for someone who has propensity for seizures, and that would allow the medicine to get in quickly. That product is being developed. Unless it's changed, it will be brand name Libervant in the United States by Aquestive Pharmaceuticals. They've done adult PK studies. I think those are finished at this stage. The pediatric PKs 2 and above are in progress. They have application pending at our FDA. So we'll see what happens with that if that product is available later this year. The nice thing about the film is you can put it in a little package, as you can see here, that basically is just like a Listerine strip. They're individual, so it's easy to carry. I can put it in my pocket, my billfold, you can put it in your purse. So it has real convenience for the patients. The one that probably is the most touted is intranasal drug delivery. The key thing I'll mention here is, we know the target we're targeting for intranasal drugs. It's well established because we have a lot of drugs that are used in other specialties with intranasal delivery. We know that the volume of drug that we have to, the volume of aerosolized solution, I should say, that we have to use and administer to fit within this area of absorption has to be 100 microliters in each side of the nose. So we could have, one administration on one side, one on the other, but 100 microliters is the normally accepted volume by regulatory agencies based on the anatomy of the nose. That's basically the equivalent of 2 drops that have been atomized. So it's a teeny amount. When you give more than 2 drops, you give more than 100 microliters, then you're not absorbing it here. It's just basically going through the nasal mucosa into the nasopharynx, and either then going into the lungs or being swallowed and going into the stomach. And then we have to think about absorption and do we now have first pass effects that we would have avoided had we had intranasal product. So this is the real challenge, and we'll come to it later with the kind of homemade versions of intranasal midazolam, is they don't meet the volume criteria. All right, so let me just mention the 2 intranasal products that have been developed then. So the first is diazepam, that since we're on this molecular entity, you see the indication it has in the United States. The top part down to the age is identical to diazepam rectal gel. Diazepam goes down to age 2 in the US because it was tested down to age 2. This particular product, intranasal diazepam, is being tested from age 2 to 5, but until those are finished, it has the 6-year-old label. So how did we get diazepam into intranasal products? So diazepam, as I said, we've known about for a long time. We know it's very lipophilic. Finally, the idea came that if we dissolve that in a small, and it's in a teeny amount of vitamin E, that would allow a lipophilic compound to be solubilized. It's a teeny amount of vitamin E. We know vitamin E is pretty safe for topical products for the skin, for the nose,
We're not giving large amounts that people were taking when they were vaping other products and getting into their lungs lipids. But what really makes this product work is there's a proprietary compound called Intravale that's part of this commercial formulation. Intravale allows the diazepam to get from the nasal mucosa across into the capillaries, and it does that by very transiently loosening tight junctions. The Intravale is from a class of compounds. It's a proprietary formulation, so it's kind of like the secret sauce, if you will, in McDonald's Big Mac. It is an alkyl saccharide family. Alkyl saccharides are broken down in the body to water and carbon dioxide. So this is a safe, there's no danger to the nasal epithelium. So this is just to give you an idea, this is electron microscopy of a normal nasal epithelium above here. Just to orientate you, this is the nucleus of a cell here, ciliated cell here with a cilia and a goblet cell here. We can see the vesicle that's been formed. We have this transient loosening and kind of a vesicle formation with our drug in it that will penetrate through to our capillaries. So studies were done. That was the concept in developing the product. Obviously, had to prove it worked. So the study designs looked at demonstrating in healthy volunteers the pharmacokinetics that it actually did get in. And we looked in healthy volunteers, it had 97% bioavailability. So it almost matched up kind of the IV product as far as bioavailability. As I said, we know this is diazepam. So if it was bioavailable, we knew it would work for epilepsy. So there were not randomized controlled trials for efficacy. This was developed similar to, I guess, the way you might think of a generic. We could compare it to a comparator product, in this case, diazepam rectal gel that was already approved. It demonstrated that it was bioavailable, that matched up the pharmacokinetics. So then we just had to demonstrate in patients that there was no unique toxicities with the intranasal product. So large numbers of patients were followed. Over 4,000 doses of the product were given in this group of patients as treatment over the course of a year without significant side effects. And I'll come to those in a minute, but I guess the key one is that no one had respiratory difficulties. After administration of it for a seizure cluster, we could look and see, did it work? Did people continue to have clusters, or did it stop within a 24-hour period? And you can see the success rate. So there was about 14% that required a second dose during that time period. So the vast majority, a single dose, and they were done. Side effects I've alluded to, the one that concerning one with any benzodiazepines is respiratory. There was nobody that had a respiratory arrest or significant respiratory depression. You see the transient kind of local side effects that occurred that were mild and in small numbers. All of these patients we examined with nasal speculums intermittently throughout the study just to document no effect there. Very simple product to administer. This is the same device, if you will, that's used to administer the other intranasal product I'm going to talk about in a minute that's commercially available in the US. It's the same one that's used to administer intranasal sumatriptan. So it's a very simple but reliable way to administer intranasal drugs. It doesn't require any priming. You just put your fingers to kind of brace it against the patient. The tip just has to go in the nose. Then you just hit this trigger. There's an immediate click. And as soon as you hear that, the device has been released into the nose. This cartoon shows the patient lying down. They could be sitting up. They don't have to be lying down. The patient does not have to be an active participant. They do not have to breathe in. So it's very easy to use, easy to carry, and socially acceptable. All right, what about the other benzodiazepine, midazolam? So what do we know about that use? So midazolam, at least in the United States, has, I guess in worldwide, has interesting labels for the brand names. So the intramuscular formulation we use in the hospital, as you can see, is labeled as Cesolam. So if you end in lam, you're a midazolam product. The oral formulations sold in the UK are either Bucolam, you can tell how that's given, or Epistatus. So what's interesting is
the midazolam products that are approved, and we do not have buccal midazolam products available in the US, are approved, and I'll show you the studies, but these were not randomized controlled trials. And you see the indications, so these are only kind of in the pediatric age group for buccal administration. So the trials that were done to get approval in the UK were based on different seizure types. So different countries have, I guess, different regulatory processes. In the United States, our approval products for the agents I've shown you were based on kind of seizure clusters or seizures occurring in close proximity to each other that are different from the patient's usual seizure. And the usual is usually because they only have a single that day or they're more spread out. The approval for these products, as you can see, and the therapies that were done, we're looking at what's called PACS, or prolonged acute convulsive seizures. So very different kind of seizure entity. So someone that starts to convulse and it's continuing and it's long enough to end up in an emergency room. So these are the two studies that led to approval out of the UK. So you can see this was an open label study. They knew they were getting midazolam buccally or diazepam rectally. That was pretty clear. You knew which product was where with it. And you can see that in this open label, people preferred midazolam. That's probably not a surprise. The staff was happier with that. The second study, let me get them both up here. Again, was emergency room based. So looking at children, and again, you see the midazolam doses that were used compared to rectal diazepam, and their conclusion was it was more effective, it was quicker, and fewer recurred. Now, recurrence was no recurrence within an hour, so it wasn't that kind of typical longer duration we're used to thinking about the States, but again, a different seizure entity. Most of these in the second group were complex febrile or prolonged febrile seizures too, so also not including kind of clusters or of other seizure types. So the understanding that midazolam could work for this has been known for a long time. By 1980, anesthesia was using midazolam for procedural sedation. Steve Miller, who's actually in Tulsa, Oklahoma, published a chapter here, but he documents in the chapter, he began using kind of this homemade version of a atomizer with midazolam in his patients and prescribing it to them in the early 90s. And administering that way. If they had significant nasal congestion, he was telling them just to use the same medicine and give it buccally. This was an interesting picture, I thought, if you just go to Google. Clearly, this person is someone that has a atomizer at home and clearly enjoys it. The challenges we've talked about is, to doing this, the volume of liquid. So if we use midazolam at the IV concentration of 5 milligrams per 1 ml, even if we give 1 ml on each side of the nose, it's only 1/10 of an ml the nose absorbs. So 90% of it gets swallowed. And when you swallow midazolam, it's only about 40 to 50% bioavailable. So there was a real need to develop more consistent and a true intranasal product, and that's what's led to intranasal midazolam being developed. So intranasal midazolam, as you can see here, comes in a 5 milligram per device or per spray dose. But then again, this is contained in 100 microliters. And the same indication for the intranasal diazepam. The only difference, again, being here in the US, the age is 12 and above, and it's 12 and above because that's the ages that were included in the testing. So what do we understand about midazolam? So we know if we give it orally, there's significant first pass effect. So we may lower our bioavailability to only 20 or 25%. Our European colleagues knew this, which is why they were doing it buccally. And that raises it significantly as well. We know that if we use the typical IV solution, that the volumes do not permit all of that to be absorbed, which I talk about. Plus, it is pH 3, so it's a bit irritating, and our patients will tell us that as well. So the idea behind the intranasal midazolam, brand name Nasolam, was that
We know that this compound can be, we would like to give it, we like a better way to give it, if you will. So it's just to optimize the intranasal delivery and formulate it in a way that really allows complete intranasal absorption. We know with this compound, we still only have about 44% bioavailability with it, but we have this very rapid onset of action. This is the third study. So of the three that led to commercially available products, this is the other one that had a placebo arm. You see the placebo here. Patients were brought into the epilepsy monitoring unit. We know in some of those patients, as we back off of their seizure medicines to capture seizures, that they could cluster. So we consented patients upon admission if they wanted to be part of this study, age 12 and older. If they did, if they had a cluster as we backed off their medicine, they could participate and get treated. If they did not have a cluster, we did not move on to treatment with them. So they were either treated with drug or a placebo. The goal was to see what happened, and hopefully within 10 minutes, no further seizures. If after 10 minutes they had further seizures, they got another dose of Nayzilam, or the placebo got their first dose. And then after they got, whether it was one or none, they had to not have any seizures for another 6 hours. So our goalposts were stop the seizures within 10 minutes and no seizures within 6 hours, no reoccurrence, if you will. So it's a unique study because our other studies just had the, comparison to placebo. They didn't have the kind of time point at the other end. And I'll skip to the bottom for time's sake, but we can see that for all doses administered, so whether you got placebo up front and then got your 5 milligram dose because you were continuing, got your 5 milligram dose and stopped, or required 2 5s, that 75% of patients responded, with the vast majority getting a single dose. We know and we understand midazolam. This has been around a long time too. I'll mention it here, but it applies to all our benzodiazepines. All of them carry a class warning not to combine with opioids because of the risk of respiratory depression. So it's not unique to midazolam as well. And this is how it's supplied in the United States. And there's 2 doses that come in a box. I will mention to you, because this sometimes comes up, why a 5 milligram dose? Because if we look at the ESET trial, the Established Status Epilepticus trial, their dose for greater than 12 years old, which is the approval for this product, given intravenously. So we have 100% bioavailability, was 10 milligrams as an established dose. When they look at patients that were coming into that trial that had been treated, as you can see, vast majority were underdosed. So with this product, yes, 5 milligrams is still a recommendation for first dose, but if they're not responding within 10 minutes, you can go on to the second 5 milligram dose. And that's within the ESET guidelines, if you will, for dose. So thanks very much. That's a quick tour through where rescue therapy is. We didn't really get a chance to talk to where it's going, but I think and we have to change our mindset a little bit for how we approach patients, and start to think about what's their maintenance medicine and what's their kind of backup medicine, and which one fits with my patient, depending on age group and what they can do. So let me stop share here now and get out of here. And I think I can get out of here. Let's see. And happy to answer questions. There we go. Thank you very much for the excellent presentation. So we'll take questions now. I guess currently in Quebec, we have intrarectal diazepam, Diastat, and for midazolam, we can have it, but it's like homemade from the pharmacy, like you used to have before. Hopefully, we'll have the Nayzilam, anyways. The what you have in the United States. Can you comment on are there any studies between the homemade prepared by the pharmacist intranasal midazolam and what's commercially available in the United States currently? Yeah, good questions. And as you might guess, there are no head-to-head trials between the proprietary product Nayzilam and kind of the prepared, IV product using atomizer. And I suspect
probably will not be because the atomized product is not an FDA approved product. So it's very hard to do studies between approved and non-approved products, especially through IRBs and those kind of things in the United States. The pharmacology would suggest and would tell us that the proprietary product should be better if we just looked at outcome, but as you probably know from your own experience and others there, that doesn't mean that the kind of homemade version is totally ineffective. It just would have less efficacy. And I think from a patient tolerability standpoint, one thing we clearly saw with the NASALAM clinical trials is very well tolerated because it's formulated to actually be intranasal products. So none of the patients complained that, you know, it was irritating or uncomfortable to use, like the IV product when it's given by atomizer, where it's not uncommon at all that patients will say that that pH3 is quite irritating and uncomfortable to them, especially if they're getting 1 ml on each side of the nose. And can you tell us how you decide between starting with intranasal versus intrarectal? I guess it depends on the type of seizures or. Yeah, so I think what has occurred kind of in the US, and I think will probably rapidly be the same thing in other places as intranasal products are available, is basically, you know, since our current approval is 6 and above for having an intranasal product, and above age 12, obviously we have 2 products, is that once you get to school age, everybody wants to be on intranasal product. And if they don't, the school nurse is usually telling the parents to come to us and say, can we please prescribe an intranasal product if they need rescue at school? The last thing that the school nurse or the teacher or anybody at school wants to do is give a child a rectal product, especially once they learn there's something that's intranasal as well. So more and more our use in the United States is at least shifting to where the rectal product is predominantly preschool and young children. And once they're, you know, 6, we're almost exclusively switching to intranasal products, both because of the kind of the social acceptability of the route of administration, but also because it's very effective as well. So there's not a efficacy advantage. We know that even in folks that we've looked at this with the studies that have significant seasonal allergies, for example, that the intranasal diazepam product is still very effective at having, you know, kind of congested nasal mucosa. If you have bad allergies, the product still works. It still is able to kind of get absorbed and work in a timely fashion. It's another topic, but can you comment on, for example, what you do for catamenial seizures or people who have cyclical seizures? Do you use clobazam or? Yeah, great question. So I'll actually mention that there are patients that, you know, that have, you know, more predictable, I guess I would say, exacerbations of their seizures. Catamenial just seems to be more, obviously an easier one, but we do see patients that have these circadian rhythms with predictable exacerbations. There were a few studies, a few patients, not many, included in the intranasal studies for diazepam that had those and actually self-administered that. So again, not a common thing, but there were some that could do that. Yeah, how we approach those patients if we're using an oral agent is challenging, right? I think historically, many have preferred if they were going to use a benzodiazepine, a shorter acting benzodiazepine. The challenge of using something like clobazam intermittently is with its really long half-life. It just takes a long time to get to steady state. So ideally, you're far better off using a shorter acting agent if you're going to use a benzodiazepine. So diazepam, clonazepam. Obviously, people have tried other strategies, carbonic anhydrase inhibitors. Acetazolamide has been tried for catamenial epilepsy. Some patients may get some response from that, but far from ideal. We really have yet to kind of have a great
option for those females. Okay, and if you use, for example, these type of rescue medication for catamenial seizures, do you start like 2 days before and stop 2 days after? Or? Yeah, so the hope is if we're using them, the patients have a very predictable pattern. If you use a short enough benzodiazepine, you can luckily start with a very short time window before, because we know their onset is very quick, and even orally. If I take oral diazepam on an empty stomach, it's 100% bioavailable and mostly within 30 minutes. So it's really a very efficacious agent. So you literally can start the day before if you're using that product. Even if you're using Klonopin, you probably can start the evening before. Now, for a lot of folks, they may not be so reliable that you can say, I need a bigger window than that to judge. So you may be a day or two before, correct? Okay. Yeah, we have a question here. Yeah, now I don't know much about all these medicines, but do you think it would be eventually possible to have something that could be found in every medical urgency kit, like something that could be applicable to anyone who has a seizure, like in a dental clinic or something? Yeah, great question. Can we get to where the challenge for that is, I would say for adolescents and adults, certainly you could, because you can use the same size dose. As you get into our pediatric age group, there's going to need to be the dose adjustments. But could you clearly get to where you have something like that for adolescents and adults? Yes. One of the formulations I didn't talk about that's being developed, another benzodiazepine, which is alprazolam. It's being developed by inhalation. And basically, as long as you can take a breath in, as long as you're breathing, and even if you're not fully with it, if I held it up to your mouth against your lips and you breathed in, it would get absorbed into your lungs. And we know that's, again, I mentioned our pulmonary colleagues, why they use that route of administration for some of their medications is because the bioavailability from medications that can be given that way, you have a huge absorptive surface in the lungs. And so you get immediate absorption, immediate levels. It makes medicines incredibly effective. So we'll see what happens with that product going forward. You will hear a lot more about it over the next year or two. And that would potentially be a product that, could it be something that ambulances would have on hand, or schools or other places? Yeah, we'll see what happens with that. Thank you very much. Okay, so thank you very much, Dr. Willis, and we'll let you go, and hope we see each other next time. Yeah. Donc, on va faire la pause midi. On revient à 12h45. Donc, bon appétit. Les boîtes repas sont à l'extérieur.
know quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy because they want something else, or they want more of the same. And we all know people who have lots of misfortune, and they are deeply happy. They radiate happiness. Why? Because they're grateful.
Hello. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend en direct et en visio? Donc, hello, Dr. Steinhoff. Donc, je vais présenter Dr. Bernard Steinhoff. Donc, c'est un neurologue qui pratique donc actuellement là, à l'Université de Fribourg, là, donc en Allemagne. Il a été formé donc à Cork et à Munich. Puis, il a fait un fellowship en neurophysiologie et épilepsie là, à Cleveland. Donc, de nombreuses publications à son actif sur l'hépatologie clinique, donc près de 300 articles en fait, là, originaux publiés. Donc, on est heureux de l'avoir aujourd'hui pour nous présenter. Donc, il va nous présenter sur les effets secondaires comportementaux des anticonvulsivants. So, I'll let you speak, Dr. Steinhoff. Yeah, thank you very much. Can you see my screen? Okay, wonderful. Thank you very much for this kind invitation to participate in your wonderful session. And I apologize very much that my French is so miserable that I have to speak in English. And I greet you all from my hospital here in Cork at the Cork Epilepsy Center in the southwest of Germany in the Black Forest, actually. And the talk you gave me is about behavioral adverse effects of anti-seizure medications. And I will cover that over the next 20 minutes. So the ultimate goal of epilepsy treatment is apparently seizure freedom without any treatment emergent adverse events. So what we all wish is a seizure diary like this one, and blank one, and empty one. And that's what we all intend to achieve in our patients. Well, these are the treatment options we have, along with the lifestyle and of course, anti-seizure medication, epilepsy surgery, neurostimulation, or dietary treatment in certain cases, especially in neuropediatrics. And we will focus tonight, of course, on drug therapy, and especially the very difficult topic of behavioral adverse events, the effect of anti-seizure medications and of epilepsy on behavior and aggression and impulsivity. And this is a very difficult topic you gave me, and I try to do my very best to cover it appropriately. So if we look back to all the treatment options we have and this long list of anti-seizure medications, along with the other techniques I mentioned earlier, we have to ask the questions, what have we achieved so far? And concerning efficacy of anti-seizure medications, it's basically the same over the last decades. I'm working in the field of epileptology, basically that after one or two appropriately given anti-seizure medications, the chances to achieve seizure freedom without side effects is still pretty miserable. And well, we are treating a chronic disease with chronic medication, and therefore it is so essential, so crucial not to risk any additional side effects of this sustained anti-seizure medication treatment. So I want to focus first on this review Martin Brody and some others, including myself, published a couple of years ago. And that was a very extensive review on epilepsy, anti-epileptic drugs, and aggression, and was written as an evidence-based review that addressed our topic of today. Well, if we look at behavioral disorders, we have several aspects, including aggression, anger, impulsivity, agitation, hostility, and irritability. And the problem always is that we do have these comorbidities in some of the epilepsy patients. I will come back to that. There may be influential factors by the anti-seizure medication, both beneficial effects and impairing effects. And this is the difficulty in each individual patient we have to consider.
Well, the general problem, as I said, is that we deal with the chronic central nervous system disease and with the chronic application of CNS influencing drugs. And if you have an aspect like irritability or behavioral disorders or behavioral problems, we always have this hen and egg problem. And it is really difficult to find out in every individual case which factor is the most relevant in the given individual situation or problem we come across. The prevalence of psychiatric disorders in people with epilepsy is definitely higher than in the general population. We estimate that about 20 to 30% of people with epilepsy have additional mood and anxiety disorders, and the prevalence of psychosis is between 2 and 7%, and also considerably higher than in the so-called normal population. Still, studies on the true prevalence of aggressive behaviors in people with epilepsy are still scarce because it's so difficult to measure that, as I said. As far as we know, pre-ictal aggressive symptoms are not reported. We do have aggressive symptoms ictally, however, not too often. In 1 of 1,000 seizures recorded in monitoring units, and I would estimate that aggressive behavior is more common immediately post-ictally. And of course, we do have problems like post-ictal delirium or confusion and post-ictal psychosis, and in 22% present with aggressive behaviors. And then we have this phenomenon of forced normalization, which is a fascinating aspect of epileptology. However, it is extremely rare. I'm doing epileptology for more than 30 years, and I can remember only a handful of patients where we considered forced normalization. So this phenomenon is really uncommon. And interictally, up to 7% in unselected groups do have aggressive symptoms, but basically due to the underlying psychiatric comorbidity I mentioned already. Now, coming back to this review paper of Martin Brody and others, here we have 3 basic aspects where anti-seizure medication and epilepsy may have an impact on behavioral disorders or behavior in general. And to make it easier for tonight and to keep my talk of tonight adequately brief, I just want to point that out in 3 steps. So first step is here on the left upper side of my slide. And these are basically the mechanisms where anti-seizure medications work, with ion channel blockers, with GABAergic drugs, and with basically perampanel, which is an, as you know, all know, an AMPA receptor antagonist. So here we have anti-seizure mechanisms with impact on epilepsy and behavior. On the right side, we see the dopaminergic and serotonergic aspects. And of course, we all know that the serotonergic mechanisms are the key mechanisms to antidepressive treatment. And I will come back to that at the very end of my lecture of today. And finally, postsynaptically, we know that mTOR pathways address both aggression and epileptogenesis. So if you want, the comorbidity and the disease itself. Now, this slide shows basically the anatomic regions that are important both in epilepsy, epileptogenesis, and aggression. And this brings us back
basically also to the limbic system. And of course, during the course, for example, of temporal lobe epilepsy, we all know the ups and downs with seizures and seizure-free intervals. And we can imagine how difficult it is to judge the epilepsy course and aspects like aggression from the epilepsy alone. But in addition, of course, we have the impact of anti-seizure medications, and that makes it even more difficult to judge what's going on if behavioral disorders occur. Now, what about anti-seizure medication and psychiatric comorbidities? Many AEDs are used to treat aggression in psychiatric populations, as you all know, such as patients with schizophrenia, schizoaffective disorders, bipolar disorders, or autism spectrum disorders. And AEDs such as valproic acid, topiramate, gabapentin, and lamotrigine are frequently used, as are those targeting ion channels, including carbamazepine, oxcarb, lamotrigine again, or even phenytoin. And it is tempting in an individual treatment situation, again, to address both the epilepsy and the comorbidity. And in some instances, and without any evidence, but from my experience, I would add here lacosamide as well. If we are lucky, we can improve both the epilepsy and the psychiatric comorbidity with one buck. Well, on the other hand, we do see behavioral side effects of anti-seizure medications. And from a basic point of view, why should anti-seizure medication trigger behavioral disorders? There are several concepts behind that, and I will take you through these concepts briefly, that are in part highly speculative as well. Well, we discussed paradoxical pro-aggressive effects of enhancing GABA neurotransmission under certain epileptogenic condition. I would say basically in elderly patients and also in patients with intellectual handicaps. If you consider what can happen as a paradoxical effect if you treat patients with barbiturates or with benzodiazepines. Then, of course, we discussed the dose-dependent and opposite effects of NMDA receptor antagonists on epilepsy and aggression. And the prototype anti-seizure medication for that is definitely perampanel. I will show you some figures about that. Then there's almost a specific speculation about the context of genetic predisposition and decreased dopaminergic activity in patients who do not tolerate levetiracetam from a psychiatric point of view. And finally, again, this fascinating concept of forced normalization, although it is very rare. As I said, Landolt in Zurich in Switzerland was the first one who described this phenomenon back in the 1950s. Well, again, anti-seizure medication and psychiatric comorbidities. From a clinical point of view, I want to share this study from Weintraub. Although it's retrospective, it is a very, very nicely done study in almost 1,400 patients who were on gabapentin, lamotrigine, levetiracetam, topiramate, tiagabine, vigabatrin, and zonisamide. 8% experienced AED-related psychiatric or behavioral side effects. And if they had a closer look at the individual medications, levetiracetam stood out with a 16% incidence and 8% discontinuations. Intermediate rates were reported for topiramate and zonisamide, and low rates for the other investigated anti-seizure medications. And not surprisingly, the most significant predictor of AED-related behavioral or psychiatric side effects
was a past psychiatric history. Now, very recently, we published a systematic review about behavioral adverse events with recently introduced anti-seizure medications, namely brivaracetam, levetiracetam, perampanel, and topiramate. That was extensive work, basically, because we screened a lot of trials, and in the end, there were around 50 studies that could be used for this review. Well, the weighted mean incidences were as follows. Irritability, here we have anger, and the stars show that in some aspects, even this review was limited because the star means that there was only one study that gave us figures for this particular aspect, like anger. And in aggression, again, with topiramate, there was only one study available. But still, if you look at those figures, of the weighted mean incidences, levetiracetam and perampanel showed higher incidences for irritability, whereas for anger and aggression, there were no relevant differences between the drugs. Looking at the weighted mean discontinuation rates, which is even more important from a clinical point of view, there stood out perampanel here concerning aggression with 9.2%. There were no discontinuations due to anger, and what was important, and therefore levetiracetam was included in this review, that we could show, and we had the same experience here at my center, that switching from levetiracetam to brivaracetam led to an improvement in behavioral adverse events in a considerable percentage of patients. So this is certainly one indication where we use brivaracetam pretty often when we switch immediately if patients are doing fine concerning the seizures but have some behavioral problems with levetiracetam. If you switch them and they improve, you see this improvement within, I would say, 1 week. And the last aspect I wanted to highlight tonight, well, for me it is tonight, is that if we have comorbidities, we should not be reluctant not to treat those comorbidities if an anti-seizure medication alone is not helpful. And this was very nicely shown by my very good friend Frank Gillum recently in this Annals of Neurology publication, where they treated patients, epilepsy patients with depression, either with sertraline or with cognitive behavior therapy. Either therapeutic approach was very effective. And at least in my country, some of my colleagues still are reluctant to treat patients with epilepsy and depression properly with antidepressants, because they are afraid that that might have a paradoxical and seizure-provoking effect. But that is definitely not true. And that leads to the situation that patients are sometimes not treated appropriately, although they have this severe comorbidity of depression. So in conclusion, I just want to share some issues that have to be considered if we discuss our topic. Do not overestimate the influence of anti-seizure medications after years. It happens quite often right now that patients, for example, on levetiracetam, they're doing fine. And after 4 or 5 years, they have some behavioral problems or depression or whatever. And then neurologists think that this is due to levetiracetam. That is impossible. After a couple of years, that has other reasons behind, and one should not change the effective anti-seizure medication. Do not underestimate early adverse effects.
because in many instances, you know very early in the course of treatment whether or not patients tolerate anti-seizure medications appropriately. Consider differing pharmacokinetics and potential interactions. Sometimes it's the balance of several drugs together that are responsible for adverse events, and you have to figure out which interaction is really responsible. And then especially in patients with handicaps, we sometimes see the situation that, of course, if we decrease sedating anti-seizure medications, we get a better alertness, what we want, but sometimes with unexpected and unwanted behavioral results. And it's very often the relatives and the families complain then because we, in a way, uncover the underlying psychiatric comorbidity that was covered by the sedating effects of the previous anti-seizure medication. And that brings me back to the paper of Frank Gillum, of course. Psychiatric symptoms sometimes require appropriate psychiatric treatment. Do not hesitate to do that. And in the end, I want to point out my personal relation to Canada, because I grew up and now I live again in Black Forest, and for decades. We were the main base of the Canadian forces in Germany. So in a 40,000 people town, 17,000 Canadians lived, and that was a great time of my youth. And I really regret that those wonderful people left our town in the late 1980s. So thank you very much from the Black Forest to Canada, and thank you very much for your attention. Thanks a lot. Thank you, Dr. Steinhoff, for this great talk. We have a question from Dr. Nguyen. Hi. So my question is, a lot of people ask us, does pyridoxine really work for levetiracetam-induced behavioral adverse events? Is it dose dependent? And is it the same thing with brivaracetam? I don't know with brivaracetam, and it's funny, you know, that is a phenomenon like over the last 20 years, like waves. We had a fashionable wave when we did that in adult patients and didn't see too much effect, to be honest. And then we left the systematic investigation about that phenomenon, and some colleagues like Christian Elder from Bonn swear that it's working quite good. I personally would not follow that, and I would say, you know, as soon we have so many anti-seizure medications, as soon we have a severe behavioral problem with levetiracetam, I would prefer to change the medication more than to give pyridoxine. I have a question about psychosis. So how would you manage periictal psychosis secondary to the seizures? Yeah, well, we have some patients who have this severe problem of sometimes long-lasting post-ictal psychosis for 2 or 3 days. And nowadays we have a clear treatment schedule for those patients, including benzodiazepines and olanzapine, usually for 2 to 3 days, and that works pretty well in those cases. It's not too often, I would say, but it happens, of course, and then one should not hesitate to not only to give neuroleptics, but also to tell the relatives and the patients themselves to do that if they made this experience. Thank you. Thank you. So I don't think there's any more questions. Can I ask one more? So can you tell me, are behavioral adverse events dose dependent, and if it varies from drug to drug, or it's the same for all drugs?
I would say it definitely varies from drug to drug. I'm personally convinced that this is dose independent for levetiracetam, probably with brivaracetam as well, because I would say 90% of the patients tell you, and you see it as well, that very early in the course of the treatment, they don't tolerate the drug. So I believe, especially for levetiracetam, probably for brivaracetam, it's dose independent and this is more eminence-based, but evidence-based. The other important drug in that field is perampanel, and with perampanel, I have exactly the same feeling. I think that there are patients who do not tolerate it at all from the beginning on, and that's basically dose independent as well. One last. Do people with intellectual disability have a higher risk of behavioral adverse events with anti-seizure medications? If so, which one, or all of them, or? And basically, well, the answer is yes. The answer is definitely yes. On the other hand, relatives and then caregivers are usually more professional in dealing with that, and they almost expect problems like that. And but still, the patients are more susceptible to behavioral side effects. And then we have very often in those patients, the other aspect I mentioned, as soon as you improve the sedation, which is a good thing, that sometimes uncovers behavioral problems that were covered by the sedation prior to the change of the medication. And therefore, it's sometimes very, very difficult to find the right balance. So I don't think there are any more questions. Oh, yes, there's a question from Dr. Masson. So is it really useful to change levetiracetam for brivaracetam for side effects? It definitely is in some instances, and the good thing is that you can switch immediately. And you can see this, and we measured that neuropsychologically as well, and we will present that at several conferences in my hospital. We did that as well. And the good thing about that is that you see the beneficial effect, if the beneficial effect occurs within a couple of days. And if this is not the case, and the patient's not improving, you can easily switch back or change the medication in general within a very short period of time. And that is the biggest advantage of this possibility to switch to brivaracetam and to re-switch in some instances. Thank you. So I think that's it. Thanks a lot, Dr. Steinhoff. And all my best greetings to Canada. Donc, je crois qu'on va pouvoir passer à la prochaine conférence. Donc, c'est Dr. Lapalme-Rémy qui va nous présenter. Donc, Dr. Lapalme a été formé en neurologie à l'Université d'Ottawa, puis ensuite a complété un fellow donc à Mayo Clinic Rochester en neuroépilepsie. Donc, il pratique en épilepsie, en chirurgie de l'épilepsie, avec un intérêt particulier pour les perspectives de patients. Donc, aujourd'hui, il va nous parler des complications donc, graves des médications anticonvulsivantes. Dr. Lapalme. Bonjour, merci. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous en personne. C'est mon petit break de la neurologie A là, que je suis en train de compléter cette semaine. Donc, je veux juste être sûr que je comprenne comment ça fonctionne. Est-ce que ça avance? Je ne sais pas pourquoi ça ne semble pas avancer. Ah, là, ça fonctionne. OK. Voilà. Donc, je vais commencer avec un cas. Donc, aujourd'hui, je vais parler des complications rares ou sérieuses des médicaments anti-crise. Donc, des choses qu'on ne voit pas souvent, mais qu'on doit reconnaître.
Donc, je vais commencer avec un cas. C'est un patient que j'avais eu en consultation pour épilepsie pharmacorésistante. C'est un patient donc, qui avait une épilepsie de longue date, mais qui était dans la fin trentaine. Première crise à 18 ans, qui avait mené un diagnostic épilepsie temporale gauche, IRM négative. Et au courant de la vingtaine, début trentaine, il y avait quelques rares crises tonico-cloniques, parfois des crises focales avec altération de la conscience, la sémiologie temporale. Mais sous bon contrôle, en général, quand il faisait des crises, c'est parce qu'il avait oublié ses médicaments ou consommé de l'alcool. Donc, ce qu'on voit souvent. Le traitement dans les premières années, pas clair, mais il a commencé le valproate autour de l'âge de 25 ans et le levetiracetam s'était ajouté autour de la même date. Et comme dans ces années-là, c'était bien contrôlé, comme je vous ai mentionné. Il y a eu une perte de contrôle des crises vers l'âge de 35 ans qui s'expliquait difficilement. Et il y a eu de multiples changements d'anticonvulsivants. Donc, au total, il avait essayé au moins 5 anticonvulsivants quand je l'ai vu. Mais il prenait encore le valproate et le levetiracetam. Il y avait des crises avec altération de conscience vraiment très fréquentes, puis en plus des troubles d'élocution, des troubles de démarche, des tremblements aux membres supérieurs, tout ça. Il était assez encéphalopathe en fait. Et quand je l'ai vu en clinique, c'était une épilepsie pharmacorésistante, évidemment, rendue là, et il y avait une suspicion forte d'effets secondaires du valproate. Alors, j'ai rapidement organisé un monitoring quand il est arrivé, c'était assez catastrophique. Je me suis dit, comment est-ce que je vais aider ce pauvre patient totalement encéphalopathe, mais ça pouvait peut-être être en lien avec l'épival ou le valproate, mais dans les premières 48 heures du monitoring, il y avait des pointes gauche plus que droite. Il a fait 6 crises cliniques temporales gauche et 20 crises électrographiques temporales droite, totalement désorientées, mélangées, plein de crises. Donc, vraiment épilepsie qui semblait catastrophique. Et donc, ici, on voit des exemples des pointes temporales gauche vraiment très, très fréquentes et abondantes. Ici, on a une crise temporale gauche. Ici, une crise temporale droite. Celle-ci, les droites étaient asymptomatiques, là, mais il était assez confus que c'est pas clair. Et en effet, son épival était à un seuil toxique avec un ammoniac élevé. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi un sodium de 123. J'ai évidemment vu qu'il y avait une toxicité de valproate, mais aussi une encéphalopathie et une hyponatrémie due au SI-ADH secondaire au valproate, qui est une complication rare, mais quand même reconnue du valproate. J'ai sevré le valproate et le clobazam, continué le Keppra, et on a donné du lévocarnitine IV pour aider avec son hyperammonémie et pour clairer le valproate. Et j'ai consulté la néphro pour m'aider avec son hypernatrémie. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est qu'au bout de quelques jours, le sodium s'est normalisé. Et en fait, dans les 5 derniers jours de son hospitalisation, aucune crise, aucune anomalie épileptiforme, seulement sur le levetiracetam. Et en fait, ça s'est maintenu en externe. Et j'ai fait peut-être 6 mois plus tard un EEG de contrôle prolongé et qui était normal. C'est la batterie qui faudrait avancer d'une diapositive. Je ne sais pas pourquoi ça répond lentement. OK. Qui était normal. Et en fait, là, le patient, il travaille, pas de crise, conduit un véhicule, sur monothérapie, levetiracetam. Sauf pour bien prouver qu'il y avait quand même l'épilepsie. Il a fait un status épilepticus suite à une gastroentérite quand il a été incapable de prendre son levetiracetam. Donc, juste le point pour lui, c'est que l'hyponatrémie, c'est une complication quand même rare du valproate. Ce n'est pas juste carbamazépine, oxcarbazépine, eslicarbazépine. Donc, les médicaments anti-crise peuvent contribuer à l'encéphalopathie et rarement peuvent aussi empirer les crises, peuvent être une cause et non une cause de pharmacorésistance. Et la toxicité peut se développer tardivement ou de manière insidieuse parce que le patient a pris ça pendant 10 ans au moins avant que les problèmes surviennent. Donc, aujourd'hui, je vais parler de quelques effets adverses et indésirables rares des médicaments anti-crise. Donc, on va parler de la classification des effets adverses des médicaments, discuter de quelques exemples d'effets adverses sévères et leur prévention et prise en charge et juste parler rapidement d'une approche générale pour prévenir les complications graves des médicaments anti-crise. Donc, on peut imaginer que c'est un sujet très large. Voici une table un peu adaptée du up-to-date, de toutes les complications sévères qu'on peut avoir des médicaments anti-crise. Et il y en a pour d'autres que je n'ai pas listés. Donc, évidemment, on ne pourra pas couvrir tout cela. Alors, je choisis
quelques exemples pour lesquels on peut faire quelque chose, surtout. Mais juste, la table elle est là par la suite si vous voulez y faire référence. Juste il y a une classification des effets adverses des médicaments anti-crise qui a été proposée il y a quelques années, là, basée sur la classification de l'OMS de tous les médicaments. Et donc, on classe les effets adverses en 5 catégories. Donc, les effets type A, ce sont les effets liés au mécanisme d'action du médicament. Donc, mécanisme qui, évidemment, agit là où on le voudrait, mais peut agir ailleurs et donc mène aux effets secondaires. Et souvent, ça, c'est les présentations aiguës, c'est-à-dire aussitôt que le patient est exposé à ce médicament-là, il va avoir l'effet secondaire. Et c'est ce sont généralement les effets secondaires communs, bien connus de tous, qui dépendent de la concentration sérique et sont généralement prévisibles et réversibles avec l'arrêt du médicament. Donc, par exemple, somnolence, léthargie, fatigue, insomnie, étourdissement, vertige, diplopie, tremblement, troubles cognitifs, irritabilité, les effets secondaires psychiatriques dont on vient de parler, syndromes gastro-intestinaux, hyponatrémie et autres. Ce n'est pas vraiment sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Ceux dont on va plus parler, c'est les effets de type B, donc ceux qui sont liés à une vulnérabilité individuelle imprévisible du patient, peut-être prévisible dans certains cas, mais qui est immunologique, génétique ou autre, mais certainement imprévisible si on n'y pense pas. Donc, c'est des effets qui sont rares, qui généralement, mais pas toujours, vont survenir dans les premières semaines du traitement, mais sont pour la plupart imprévisibles, à moins qu'on fasse certaines évaluations pour certaines complications de certains médicaments, dont je vais parler plus tard. Et en général, ceux-ci sont sévères avec risque de morbidité prolongée ou même mortalité. Et dans la majorité des cas, pourraient être peut-être réversibles, mais dans certains cas, pas du tout, surtout si on ne réagit pas rapidement. Donc, ça, c'est un peu de ce qu'on va parler, surtout là, pour le reste de la présentation, mais ça inclut les éruptions cutanées, les réactions cutanéo-muqueuses sévères, les anémies, hépatotoxicité, glaucome, méningite, ce genre d'effets imprévisibles. Ça, c'est des types B. Je vais passer rapidement sur les autres types. Donc, les effets type C, c'est plus ceux qui sont liés à la dose cumulative du médicament anti-crise, fréquent, prévisible généralement, souvent chronique et irréversible. Donc, ça serait comme l'ostéoporose, perte gain de poids, carence en folate, collagénose, hypertrophie gingivale, atteinte du champ visuel et autres. Et pour encore passer plus rapidement sur type D, ça, c'est sûr, lié à l'exposition prénatale dont je ne parlerai pas du tout. Et les effets type E sont ceux causés par les interactions médicamenteuses indésirables. Ça non plus, j'en parle pas vraiment, mais peuvent contribuer aux effets des autres types, surtout des types, de tous les autres types, en modifiant sans qu'on le veuille les dosages des médicaments qu'on prescrit. Donc, pour rapidement passer sur les complications sévères du type A, l'idée, c'est que ce n'est pas toujours bénin, le type A. Donc, par exemple, une hyponatrémie sévère, comme je vous ai présenté, peut causer vraiment de problèmes sérieux. Et aussi, tout ce qui est étourdissement, ataxie peut bien sûr causer des chutes et des dommages irréversibles aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et les complications psychiatriques aussi, comme on vient de voir, peuvent être très sévères, peuvent mener à psychose, suicide, agressivité et autres. Donc, on ne va pas dire que c'est bénin. Donc, pour rapidement parler de l'hyponatrémie, c'est juste de noter que ce n'est pas juste carbamazépine, oxcarbazépine, eslicarbazépine. De nombreux autres anticonvulsivants sont rarement associés à ça et plus souvent observés dans la polythérapie et chez les personnes plus âgées. Donc, juste important de contrôler le sodium régulièrement, surtout là, avec les 3 premiers médicaments qui sont sur cette liste. Et surtout, si vous remarquez que le patient semble nouvellement intolérant de son anticonvulsivant ou si vous avez une perte soudaine du contrôle des crises, ce n'est pas compliqué là, de demander un sodium. Donc, pour rentrer dans le sujet là, dont je vais discuter pour le reste de la présentation, c'est les complications plus de type B. Donc, je vais parler, c'est ceux qui peuvent être plus rares et sévères. Donc, je vais parler rapidement de pancréatite, du syndrome Stevens-Johnson, l'hépatotoxicité et de l'anémie aplasique. Donc, la pancréatite aiguë, c'est une complication rare, mais parfois fatale du valproate, qui est aussi rarement décrite pour la carbamazépine. Il y a environ 120 cas au total décrits dans la littérature. C'est une réaction idiosyncratique sans association avec le dosage et peut vraiment se développer à tout moment dans le traitement avec le VPA dans des jours et années. Le mécanisme n'est pas vraiment connu, mais bon, les patients, comme avec autres pancréatites,
vont présenter avec une douleur abdominale, des vomissements, léthargie. On avait fait, il y a quelques années, pour les 45 premiers cas, publié une revue. Et en fait, c'était sérieux. 29% des patients étaient décédés. Juste pour dire, est-ce qu'on sait vraiment que c'est le médicament qui est responsable? Évidemment, c'est rare qu'on le sait avec certitude, mais c'est intéressant qu'on a quand même osé, dans 7 patients, retester le valproate chez eux et c'est redéveloppé dans 5 de 7 de ces cas-là. Donc, certains, en tout cas, c'est que tous les 45 sont liés à ça, on ne peut pas savoir, mais il y en a une proportion. Et en fait, il y a une caution black box aux États-Unis à ce sujet depuis juillet 2000. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? C'est un peu difficile. Une amylase élevée est souvent observée chez les patients là, qui sont sous valproate, même s'il n'y a aucune évidence clinique de pancréatite et qu'il ne s'en développera pas plus tard. Donc, il n'y a pas de recommandation claire par rapport au dépistage de pancréatite chez les patients sous valproate, mais je pense que l'idée, c'est qu'on sensibilise les patients au risque. Comme ça, ils savent que s'ils développent des symptômes de ce type-là, ils vont obtenir une évaluation médicale rapide et alerter aussi le personnel médical qui ne va pas nécessairement reconnaître tout de suite le problème si jamais des symptômes se développent. Pour ce qui est des manifestations cutanées des médicaments anti-crise, si on prend toutes les manifestations cutanées, sérieuses et pas sérieuses, environ 3% des patients avec qui prennent des médicaments anti-crise vont faire une éruption cutanée et en général, c'est bénin, c'est de l'urticaire ou de l'exanthème. Généralement, va apparaître dans les premières semaines du traitement et vont disparaître dans quelques semaines lorsque le traitement est arrêté. Une fois que quelqu'un a eu une manifestation cutanée d'un médicament anti-crise, les chances qu'ils vont en faire pour un autre sont environ 3 à 4 fois plus élevées. Mais évidemment, certaines manifestations cutanées sont imprévisibles et surtout sévères. Donc, les manifestations cutanées reliées avec l'hypersensibilité sévère incluent le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique, le DRESS, et est associé à vraiment un très grand nombre de médicaments anti-crise dont la liste est étalée à l'écran. Juste rapidement, le syndrome de Stevens-Johnson se présente souvent avec fièvre, souvent avec des symptômes un peu grippaux au tout début, et par la suite, une atteinte des muqueuses, des éruptions cutanées érythémateuses, hépatite et atteinte multiples organes. Et la nécrolyse épidermique toxique, c'est comme le spectre plus sévère du Stevens-Johnson, où plus de 30% de l'épiderme est nécrosé, où il y a une séparation de l'épiderme, et ça devient essentiellement comme une brûlure chimique ou thermique. Et ça nécessite des soins au grand brûlé avec des risques de décès importants. Donc, ici, j'ai quelques photos tirées du Wikipédia de différents patients avec le syndrome de Stevens-Johnson. Donc, notez que c'est la peau et les muqueuses, la langue, les lèvres, les conjonctivites aussi. Et on peut voir une image là, de la pathologie avec l'épiderme qui est divisé des couches sous-jacentes. Donc, important de savoir, donc en général, les manifestations cutanées sérieuses ont un risque d'environ 1 à 10 sur 10 000 pour les médicaments là, principalement impliqués. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une composante génétique avec risque plus élevé dans certaines populations. Donc, en particulier, pour la carbamazépine, l'allèle HLA-B1502 est fortement associé à ces réactions induites par la carbamazépine et cet allèle est très fréquent dans des populations, surtout dans des populations de l'Asie de l'Est et surtout j'écris, je m'excuse, sud-ouest, c'est l'Asie du sud-est, je m'excuse, je vais corriger ça, mais plus de 15% de la population sont porteurs de cet allèle dans certaines populations, à Hong Kong, Thaïlande, Malaisie et certaines régions des Philippines. Et dans d'autres régions adjacentes, c'est plus bas, mais quand même assez fréquent. Donc, c'est vraiment s'il y a un point à retenir là, pour ceux qui ne le font pas encore, dans tous les patients qui sont en groupe à haut risque, c'est absolument nécessaire, si vous insistez, vous voulez vraiment essayer la carbamazépine chez eux, de faire des tests génétiques. Et donc, c'est dans ces groupes-là dont j'ai parlé où les tests sont les plus bénéfiques, mais dans d'autres groupes, ça peut aussi être important. Et si vous ne savez pas l'origine ethnique du patient, c'est aussi à considérer. En fait, certaines personnes prônent qu'on devrait le faire chez tous les patients. C'est probablement exagéré.
mais du moins là, un peu employer là, ces règles générales. Et ici aussi, un black box qui dit la même chose aux États-Unis. Donc, si vous ne pensez pas à ça et vous donnez la carbamazépine et vous avez une réaction, ça peut causer des problèmes pour le patient et pour vous. Donc, il y a d'autres, il y a en fait de plein d'allèles qui sont découverts pour plein de médicaments et en fait, la pertinence clinique de chacun d'entre eux n'est pas toujours claire. Mais il y a un des autres plus importants, c'est le HLA A3101, qui a un risque modérément plus élevé, donc pas aussi fort là, que celui dont je vous ai parlé il y a un instant, le B1502. Mais celui-ci, la difficulté, c'est qu'il est commun dans à peu près tous les groupes ethniques, mais moins commun. Donc, il est moins sévère, moins commun, mais un peu chez tout le monde. Donc, est-ce qu'on devrait tester cet allèle chez tous les patients? Alors, je pense qu'en pratique, ce n'est pas vraiment fait, mais certains organismes ont recommandé qu'on le fasse. Je ne pense pas que ça fait partie de la pratique générale. Et dans ce cas-ci, tous les groupes ethniques sont visés. Et ici, je n'aurai pas le temps de discuter, mais on voit vraiment la proportion, la différence du groupe. Par exemple, juste vous faire noter dans la case en bas à droite, donc le risque de développer un Steven Johnson chez une personne d'origine chinoise, si on a l'allèle comparé à ne pas l'avoir, est de 735 fois plus élevé. Donc, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Parce que pour l'allèle A3101, on voit que les risques sont, oui, à peu près 10 fois plus élevés, mais c'est un ordre de grandeur là, de différent, là, ou deux. Donc, pour la lamotrigine, vous savez probablement tous, mais je pense que ça vaut la peine de mentionner que la lamotrigine a beaucoup eu d'associations, surtout au début de son introduction avec le syndrome Steven-Johnson. Et on a découvert ou déterminé qu'on peut désensibiliser les patients en faisant une titration graduelle. Et donc, on peut juste voir que le risque d'éruption est toujours beaucoup plus grand à droite lorsque les doses initiales sont plus élevées. Et aussi, surtout avec l'épival ou le valproate, vous voyez les réactions sévères qui sont dans la colonne de droite. Le troisième groupe, LTG plus VPA, vous voyez beaucoup plus élevé que les gens qui sont, par exemple, en monothérapie de lamotrigine. Donc, juste important de ne pas oublier vos titrations graduelles de lamotrigine et aussi de penser à l'interaction, surtout avec le valproate. Et aussi, si quelqu'un, par exemple, faisait un arrêt subi de la pilule orale contraceptive, ça pourrait mener à une augmentation rapide du taux sérique de la lamotrigine. Donc, pensez aux interactions là, dans cette circonstance-là. Donc, pour conclure, je vais parler rapidement de l'anémie aplasique et de l'hépatotoxicité. Donc, ça, c'est une maladie des cellules. L'anémie est une maladie des cellules souches caractérisée par une pancytopénie. Et c'est environ un risque 9 fois plus élevé chez les gens qui prennent, surtout les plus vieux anticonvulsivants, dans une étude cas témoin là, en Grande-Bretagne. Et le risque était le plus élevé avec carbamazépine et valproate, mais aussi avec phénitoïne, felbamate et étosuxamide. Et donc, ça peut être grave ou fatal. Le médicament qu'on emploie essentiellement plus, pour ça, c'est le felbamate. Mais il y a des prédicteurs aussi, c'est que les patients auraient déjà des antécédents de cytopénie, des maladies auto-immunes ou un titre d'anticorps antinucléaires positif. Hépatotoxicité, bon, ça peut être ou bien par les dommages directs ou par une réaction immunologique. Donc, c'est une complication rare pour phénitoïne, carbamazépine ou phénobarbital, mais malgré qu'on dit que c'est rare, c'est la 4e cause la plus fréquente d'hépatotoxicité, c'est les anticonvulsivants parmi les hépatotoxicités médicamenteuses et qui mènent éventuellement à une transplantation. Donc, il n'y a pas beaucoup, il y a juste 3 autres médicaments qui sont considérés plus à risque. Donc, le valproate, c'est vraiment un qui a le plus d'associations fortes. Souvent, mais malheureusement, déjà associé à des anomalies des bilans hépatiques sans hépatotoxicité. Donc, difficile à monitorer, mais représente une complication grave. C'est environ 1 sur 15 000 patients, surtout les enfants. Et le felbamate encore, là, qui dans certains groupes peut être très risqué, ce qui a mené à son arrêt là, essentiellement. Donc, comment est-ce qu'on peut, juste pour conclure, prévenir ce genre de situation? Donc, la minimisation des effets indésirables des médicaments anticrise nécessite vraiment
la mise en œuvre de mesures préventives, une surveillance attentive des interventions rapides. Donc, les patients doivent être impliqués dans la sélection du traitement pour comprendre quels seraient leurs risques et aussi d'être sensibilisés pour la détection précoce des effets indésirables et les décisions qui concernent les actions correctives. Donc, le médicament doit être choisi en fonction des caractéristiques individuelles du patient avec attention particulière à certains groupes, par exemple, des groupes des ethnicités, des gens avec des maladies mitochondriales, maladies auto-immunes ou d'autres réactions. Il faut sensibiliser surtout, je pense que c'est la chose la plus importante, aux effets indésirables les plus probables et aux risques importants, la reconnaissance de ces choses-là et de clairement maintenir une ligne de communication ouverte avec les patients pour qu'ils puissent immédiatement communiquer les problèmes avant qu'ils se développent le plus sévèrement. Généralement, on commence les médicaments dans la mesure du possible à basse dose. C'est vraiment maintenir la dose minimale efficace pour minimiser les risques et les effets secondaires. Encore une fois, il faut faire une surveillance de patients avec dépistage de complications, bilan sérique régulier pour certains médicaments anti-crise, selon les risques. Et lorsque les patients se présentent avec des manifestations qui peuvent apparaître limitées, par exemple, sur une éruption cutanée ou autre, il ne faudrait pas juste prendre pour acquis que c'est seulement l'éruption que vous voyez qui cause un danger au patient, mais vraiment faire un bilan très large, parce que surtout dans les réactions immunitaires, il peut y avoir des conséquences multisystémiques. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je voudrais ouvrir à la discussion. Bonjour. En fait, j'avais un commentaire puis une question. Oui. Mon commentaire, c'était par rapport au HLA B1502. Oui. Moi, j'ai une patiente d'origine chinoise chez qui j'avais testé les HLA, puis qui était négatif, à qui j'ai prescrit du Tegretol, puis qui a finalement fait un Steven Johnson. Finalement, ça en est bien sorti. Là, mais on voyait sur votre tableau très bien que quand on regardait les chiffres, que même chez les patients HLA négatifs, les patients chinois, philippins, puis tout ça, avaient déjà un risque qui était beaucoup plus élevé. Là. Donc, moi, j'ai juste décidé que j'en donnais plus du tout la carbamazépine, peu importe la HLA. Je trouvais que ça m'a enlevé le goût complètement. Puis l'autre question que j'avais pour vous, c'était, moi je suis neurologue pédiatrique et nous, je suis à Sherbrooke, puis on fait une surveillance très, très serrée de nos patients qui sont sous Topamax ou sous Diamox par rapport au risque de néphrolithiase, puis de lithiase urinaire en général. Je me demandais si c'était quelque chose que vous considérez. Nous, ces patients-là, on leur donne du bicarbonate, on vérifie les gaz veineux, on donne même de l'hydrochlorothiazide si on voit que la cassure est augmentée parce qu'on a eu des lithiases rénales chez nos patients. Donc, c'est ça, ma question. Okay. Oui, bien, pour le premier point, oui, c'est en fait, dans les pays où, évidemment, comme au Taïwan, à Hong Kong, les pays où on a, je dirais pas, dans les territoires où on a instauré la nécessité de tester pour le HLA 1502, B1502. Essentiellement, juste de demander de faire ça aux cliniciens a essentiellement éliminé l'utilisation de ces anticonvulsivants parce que c'est même si on fait confiance aux résultats, le temps que ça prend, le fait qu'il y ait en général tellement d'autres choix, en effet, nous limite. Mais je crois que le risque est quand même acceptable, il est jugé acceptable si on a bien fait nos tests. Pour ce qui est du topiramate, en effet, je dirais que la pratique est extrêmement variable chez les adultes. Il y a des gens qui font vraiment un suivi très rapproché, mais je dirais que c'est pas juste employé en épilepsie, bien sûr, là, mais je pense que la majorité des neurologues ne font pas des gros dépistages. S'ils développent, je pense que l'idée, c'est s'ils développent une néphrolithiase, ben, on va la traiter à ce moment-là, là, mais non, je ne peux pas dire qu'en général, on fasse un suivi si rapproché. Merci. Il y a une autre question qui provient donc de notre assistance en ligne, donc Dr Bélanger, qui demande que pensez-vous des allergies croisées là, lorsque, par exemple, quelqu'un a fait une allergie au Tegretol, est-ce qu'on se risquerait à introduire du trileptal ou encore un autre bloqueur des canaux cétiques?
Ben, je pense que ce serait à éviter là, si possible. Surtout entre carbamazépine et oxcarbazépine là, qui se ressemblent beaucoup du point de vue moléculaire et surtout si la réaction était sévère, je pense que ça serait à éviter. Oui. Merci pour la très bonne présentation. Excellent. Donc, enfin, oui, j'avoue que moi, pour topiramate, je ne fais pas de ultrason, je ne vérifie pas le taux de calcium. J'encourage mes patients à boire beaucoup. Ça, je fais sans faute. Mais ma question est plutôt au niveau de la liponatrémie. Oui. Moi, quand j'étais fellow, mon superviseur m'a dit que tant que c'est en haut de 125, je suis correct. Que c'est même attendu, que toute la moitié de mes patients vont développer une hyponatrémie, puis c'est ça. Bien sûr, si c'est symptomatique, c'est autre chose, mais tant que c'est asymptomatique, en haut de 125, je suis content. Il me semble que c'est un chiffre plutôt bas pour dire. Là, je veux dire, si c'est 133 là, et que le patient tolère bien, je ne veux pas nécessairement utiliser là, la référence de 135 à 145, mais mon expérience, c'est que quand ça tombe en bas de 130, certainement quand je parle à la néphrologie, eux, ça les inquiète, eux semblent préoccupés. Et l'autre chose que je remarque, c'est que quand on le change, souvent des effets secondaires qu'on attribuait à l'anticonvulsivant étaient peut-être aussi des effets secondaires de l'hyponatrémie. Et je pense que c'est très difficile de départager les deux. J'ai aussi de l'expérience avec des patients dans les 120 qui ont vraiment perdu le contrôle des crises, qu'on a rétabli en changeant l'anticonvulsivant. Donc, dans mon expérience personnelle, je suis quand même je dirais un peu, c'est-à-dire mon seuil est un petit peu plus agressif là, pour changer l'anticonvulsivant dans ces cas-là. Oui, certainement, si la personne ne va pas bien, ouais. Bien sûr, mais ça, oui, plutôt moi, j'ai quelqu'un en tête qui va bien. Mais c'est rare que les gens, ben, ça se peut bien, mais c'est rare les gens qui vont dire qu'ils n'ont aucun effet secondaire de leur anticonvulsivant. Là. En fait, c'est pas rare, mais avec la carbamazépine, pas rare, mais je veux dire, c'est pas tout. C'est une bonne proportion qui vont se plaindre d'effets secondaires. Et là, de départager l'effet secondaire du médicament et de l'hyponatrémie, je pense que c'est difficile. Alors, ça dépend ce que tu veux dire par bien. Si le patient dit, mais même entre 120, l'autre problème, c'est qu'ils sont descendus jusqu'à 125 pour l'instant, mais comme on a vu, ce n'est pas prévisible où ils iront à l'avenir. Et donc là, la marge n'est pas grande avant de vraiment tomber à un seuil plus bas. Là. Donc, encore une fois, je pense que je ne sais pas ce qu'est l'opinion des autres, mais moi, je surveille un peu plus et j'ai un seuil un peu plus haut. Là. Merci. Oui, moi, je suis un peu comme toi. Moi, ma question, c'est, tu n'as pas parlé des effets sur la thyroïde ou les ovaires polykystiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu fais une surveillance? Est-ce qu'il faut faire une surveillance? Bien, c'est sûr que les ovaires polykystiques, c'est une complication là, qui peut avoir beaucoup d'impact sur les patientes qui sont surtout sur le valproate. Donc, je ne peux pas dire que dans ma... Ben, en fait, j'ai très peu de patientes qui sont des femmes qui sont sur le valproate. J'en ai quelques-unes. Je n'ai pas vu qu'il y avait des recommandations particulières, mais certainement, il faut être conscient de ça là, et aussi là, des complications qui peuvent se développer avec ça, parce que généralement, ils vont avoir des symptômes associés à ça. Donc, et pour ce qui est de la thyroïde, ben, c'est ma pratique là, pour les gens qui sont sur la majorité des anticonvulsants, en tout cas, la majorité des patients épileptiques, c'est ma pratique de vérifier la thyroïde de temps en temps, là, au moins aux quelques années. Mais je ne peux pas dire, encore une fois, on se fait guider aussi par les symptômes des patients. Merci beaucoup, Dr. Latendre. Ça complète les questions. Donc, on va accueillir comme prochaine conférencière Dr. Martineau, donc, qui travaille actuellement à Québec, principalement en neuropédiatrie. Donc, Dr. Martineau a complété sa médecine, en fait, sa neurologie à l'Université Laval, et puis ensuite un fellow, donc une année au CHUM en neuroépilepsie, donc centré sur la chirurgie de l'épilepsie, et ensuite une année et demie à Grenoble. Puis, donc, elle est de retour à Québec.
pratique en neuropédiatrie, puis en charge du programme de chirurgie de l'épilepsie à Québec pour l'adulte et en développement là, avec Dr. Blessard Bonaventure. Merci, c'est gentil. Donc, je vais essayer de trouver le bon bouton rapidement. Donc, en fait, merci Véronique pour l'introduction. En termes de conflit d'intérêts, j'ai reçu des honoraires dans le passé là, de ISAI, Pandopharm, Micromed et UCB. Mais les honoraires sont versés à la Fondation du CHU de Québec, soit pour la clinique d'épilepsie ou le Fonds de neurologie pédiatrique, puis sont peu pertinents à la présentation d'aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais parler du concept de résolution d'épilepsie, des bénéfices et des risques qui sont inhérents à un sevrage de la médication, des facteurs qui sont déterminants par rapport au risque de récidive de crise. Je vais tenter de répondre au qui, quand, comment, parce que c'est une grosse question. On va parler de l'impact d'une récidive de crise chez un patient qui a été longtemps sans crise, donc sur le patient et sur l'épilepsie. Je vais vous parler des guides de pratique qui sont disponibles, puis un bref mot sur le sevrage des anticonvulsivants après une chirurgie. Donc, en fait, l'épilepsie est une condition qui est dynamique. Donc, malgré qu'on soit sans crise pendant 1 an, 2 ans, on sait que même si on conserve la médication, on peut avoir des récidives de crise. Donc, les études ont démontré que les patients qui sont 1 an sans crise, malgré la médication, vont avoir une récidive de crise dans 16 à 40 %. Puis 2 ans sans crise, là, 26 % de récidive de crise dans les 2 années suivantes, malgré qu'on garde la médication. Donc, vient en 2014 le concept de résolution de l'épilepsie. Donc, c'est évidemment qu'est-ce qu'on vise chez nos patients. Une épilepsie résolue, c'est chez les patients chez qui on a un syndrome épileptique qui est âge dépendant, que le patient est sans crise et qu'on a dépassé l'âge maximal du syndrome, ou encore si on a une exemption de crise de plus de 10 ans, dont 5 ans sans crise. En ce qui a trait, en fait, aux risques versus les bénéfices, donc les patients, en fait, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le moins d'effets secondaires avec la médication, tant sur le plan cognitif, la fatigue, concentration, mais aussi les effets secondaires au long cours qui se dessinent au fil du temps. On a plus de données sur les bloqueurs des canaux sodiques, par exemple, avec la santé cardiovasculaire. On va éviter les interactions avec les médicaments chez les patients qui ont d'autres comorbidités. On va éviter aussi le risque de la médication chez les femmes enceintes. Puis, on veut, et les femmes en âge de procréer en général, les patients aussi vont nous dire, on veut arrêter de prendre la médication, on est tanné, on veut avoir un désir de guérison. Puis, malgré qu'on soit en 2022, toujours éviter la stigmatisation en lien avec l'épilepsie. Les risques, c'est toujours le risque de récidive de la crise. Donc, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va se passer, cette crise-là. Donc, est-ce que ça va être au volant? Est-ce que ça va être à la maison, dans le fauteuil? Donc, on ne peut pas le prédire. Donc, c'est le risque de blessure, de perte d'emploi, de perte du permis, de l'anxiété de refaire une autre crise, de la tristesse aussi, donc les comorbidités qui peuvent revenir, de l'épilepsie réfractaire, du status et aussi du risque de SUDEP. Donc, les bénéfices et les risques doivent être discutés de façon claire, en fait, avec le patient et sa famille au besoin, puis de le mettre en contexte social. Ce n'est pas la même chose de sevrer, en fait, la médication chez un enfant de 13 ans qui n'a pas de permis de conduire versus une femme de 25 ans qui a un permis de conduire, qui veut avoir une grossesse et qui a besoin de son permis pour travailler. Donc, en fait, plusieurs études qui ont tenté de définir les facteurs déterminants du risque de récidive de crise. Donc, les premières études, en fait, donc, qui datent, donc 1991. Donc, les facteurs, en fait, qui dans le fond, amenaient un risque augmenté de récidive de crise, c'était d'avoir une polythérapie, donc en soi une épilepsie qui est plus difficile à contrôler, et des crises généralisées tonico-cloniques. Les facteurs, en fait, qui diminuaient le risque de récidive de crise, donc c'était en fait une période d'exemption de crise qui était longue avant le sevrage. Pour ce qui est en fait de d'autres études, donc les facteurs en fait se recoupent ou encore il y a des nouveaux facteurs. Donc, il y avait l'histoire de crise myoclonique, un EEG anormal aussi qui a été recensé dans la littérature. Puis, selon en fait une parution Cochrane, donc on a évidemment un EEG anormal, donc surtout un EEG avec des anomalies épileptiformes qui étaient recensées, l'apparition d'épilepsie avant l'âge de 2 ans ou après l'âge de 10 ans, une histoire de status épilepticus, un QI inférieur à 70, puis une fréquence élevée de crise. Vient l'étude, en fait, parue en 2017, donc une revue systématique et une méta-analyse, donc 10 études pour un total de 1769 patients. Au global, on avait 46 % de récidive de crise. Donc, c'était une population pédiatrique et adulte. Parmi les facteurs déterminants du risque de récidive de crise,
donc une longue durée de l'épilepsie, donc avant l'exemption de crise, un intervalle qui est court entre l'exemption de crise et le sevrage de la médication, un nombre de crises élevé, le sexe féminin, l'âge du début, donc un âge plus tardif, une histoire familiale d'épilepsie, une épilepsie focale, une histoire de convulsions fébriles, l'absence de syndrome épileptique, un retard de développement, puis un EEG avec des anomalies. Donc, ça a mené en fait à la mise en place, à l'élaboration d'un outil prédictif qui est disponible, qui est gratuit, qu'on peut utiliser donc sur Internet, qui va estimer le risque de récidive à 2 ans, 5 ans et 10 ans. Cet outil-là a été validé en fait de façon externe dans la population chinoise dans 2 études. Donc, une étude en fait en 2019 qui démontre que l'outil est plus précis à 2 ans, alors que l'étude en fait de 2020 nous dit que l'outil est plus précis à 5 ans et qu'à 2 ans, il surestime le risque de récidive de crise. Maintenant, pour répondre à la première question, chez qui? Donc, en fait, le risque de récidive de crise, c'est sûr qu'il est plus élevé chez les patients dont l'épilepsie débute à l'adolescence versus à l'enfance, puis chez les patients chez qui l'épilepsie débute à l'âge adulte versus à l'enfance. Dans la population pédiatrique, donc les études, en fait, les premières études disaient que si on était 1 an sans crise, donc on pouvait de façon sécuritaire sevrer la médication. Toujours dans la population pédiatrique, donc une étude en fait de 613 enfants, donc 516 qui étaient suivis plus de 10 ans. C'était la rémission complète, mais c'était avant l'étude, dans la nouvelle définition de Fisher, mais ça correspond à la résolution de l'épilepsie, leur terme résolution complète. Il y a quand même 328 patients qui ont atteint là, donc une résolution de leur épilepsie. Puis parmi les déterminants, donc qui est associé avec des chances accrues d'atteindre une rémission complète, donc dans la population pédiatrique, c'était dans le fond une épilepsie focale self-limited, donc un syndrome épileptique qui était par exemple comme une épilepsie centrotemporale, une présentation non compliquée, donc une résonance magnétique négative, un patient avec un QI normal qui n'a pas d'insulte qui est inhérente à l'épilepsie, puis une exemption précoce des crises. Puis les facteurs qui étaient associés avec des chances qui étaient diminuées d'atteindre une rémission complète, c'était le début de l'épilepsie, donc après 10 ans, d'avoir un retard de développement ou une pharmacorésistance qui était précoce. Donc, il y a des longues études de cohorte, donc des patients qui ont été suivis à plus de 45 ans de follow-up, donc des patients qui ont eu un début d'épilepsie à l'enfance. Puis au total, 61% des patients avaient une exemption de crise au dernier follow-up, puis donc 43% sans anticonvulsivants. Puis, pour l'épilepsie qui débute à l'adolescence, donc 67% des enfants sont exempts de crise à 30 ans de follow-up, mais plus de patients qui devaient conserver la médication, donc 11% avec sevrage des anticonvulsivants. Pour la population adulte, donc une étude en fait récente en 2021, donc une étude, c'est une cohorte en fait italienne, 133 patients. Donc, c'est des patients âgés en haut de 16 ans, donc adultes, jeunes adultes. Donc, 60 patients ont présenté une récidive de crise. Puis, parmi les facteurs de risque de récidive de crise dans cette population-là, c'était l'histoire de convulsions fébriles dans l'enfance, une période d'exemption de crise qui était de moins de 2 ans et un déficit moteur là, chez la personne, donc une cause qu'on suppose structurelle. Donc, la récidive de crise, quand est-ce qu'elle survenait? C'était dans la première année, le plus souvent suivant le sevrage ou dans les 2 premières années. Puis, en fait, on obtenait un contrôle subséquent de l'épilepsie, donc dans 82,5% des patients, souvent dans les 2 années où est-ce qu'on remettait la médication. Puis, l'autre chose, c'est qu'il y a quand même 4 patients qui ont développé une épilepsie pharmacorésistante dans la cohorte, donc ce n'est pas banal. Puis, ils ont regardé aussi l'outil prédictif, puis dans leur cohorte, dans la population italienne, c'était peu sensible et peu spécifique. Donc, un petit mot sur l'épilepsie structurelle, parce que c'est souvent une question qui nous vient, là, donc des patients qui ont un gliome. Donc, il y a une étude en fait en 2019, donc 71 patients avec une épilepsie secondaire au gliome de bas grade ou de haut grade, donc anaplasique. Puis, en fait, c'est des patients qui étaient au moins 1 an sans crise des suites du dernier traitement oncologique. Puis, de façon conjointe avec le médecin, donc 46 patients ont décidé de sevrer la médication. Puis 26% ont présenté une récidive de crise. Puis des 25 patients, en fait, qui ont décidé de poursuivre la médication, il y a seulement 2 patients, donc 8%, qui ont présenté une récidive de crise. C'était souvent en lien avec la progression de la maladie tumorale.
puis s'il n'y avait pas de différence en gliome de bas grade au grade en soi. Puis, en fait, ce qui était statistiquement significatif, c'était que les patients qui étaient porteurs de la codélétion 1P19Q étaient davantage dans le groupe sans récidive de crise. Donc, maintenant, la question quand? Donc, quel est le délai optimal? Donc, en fait, une étude qui est parue en 2019, donc dans la population adulte, donc 611 patients. En comparaison, en fait, avec, on divisait en deux groupes, le groupe qui sevrait la médication et le groupe qui ne sevrait pas la médication. Puis, en comparaison au groupe contrôle qui conservait la médication, les patients, en fait, qui sevraient à plus de 5 ans d'exemption de crise n'avaient pas un risque qui était davantage augmenté comparativement à ceux qui conservaient la médication. Pour ce qui est de la population pédiatrique, donc en fait une parution Cochrane donc, en 2015, 924 enfants, ils ont comparé un sevrage précoce, donc moins de 2 ans, à un sevrage tardif, entre guillemets, donc plus de 2 ans. Puis, en fait, le risque était augmenté d'avoir une récidive de crise avec un number needed to harm de 8, donc si on faisait un sevrage précoce. Donc, à la lumière de cette étude-là, les évidences supportent d'attendre 2 ans avant de tenter un sevrage dans la population pédiatrique, mais je vais y revenir. Donc, comment maintenant, donc pour répondre à la question, sevrage rapide versus lent, donc on attend toujours l'étude RASLO, en fait, c'est l'étude attendue sur la population adulte, donc ils ont complété leur recrutement, ils comparent en fait des adultes qui sont en monothérapie, donc un sevrage en fait rapide versus lent. Donc, on n'a pas les données. On a des données pédiatriques. Donc, en fait, donc 2 revues Cochrane, en fait, une mise à jour là, comme telle. Puis, en fait, il n'y a pas de différence entre sevrer lentement versus rapidement la médication en termes d'exemption de crise là, dans la population pédiatrique. Donc, un petit mot sur l'influence de la médication. Donc, on n'a pas de données à savoir est-ce que si on sèvre tel anticonvulsivant, est-ce que c'est plus dangereux? Évidemment qu'on est plus prudent que les benzodiazépines et les barbituriques. La seule étude, en fait, qui adresse cette question-là, c'est une étude qui date avec des médicaments d'ancienne génération. Donc, on a peu de données là, actuelles par rapport à nos anticonvulsivants qu'on utilise davantage au day-to-day actuellement. Donc, l'impact sur la cognition, donc les patients vont souvent dire, bon, est-ce que je suis fatiguée, je trouve que je réagis moins bien depuis que j'ai la médication, tout ça. Donc, effectivement, dans une étude, chez les patients dans le groupe sevrage, on retrouve une amélioration aux tests neuropsychologiques, donc surtout pour la fluence verbale, surtout en fait pour le temps de vitesse de réaction, pour la discrimination d'images, ces choses-là. Donc, il y a quand même des choses qui sont objective, mais on n'a aucun effet, en fait, du sevrage de la médication sur la qualité de vie des patients. Donc, au global, donc une fois qu'on sèvre la médication des patients, c'est sûr que le risque de crise, comme vous voyez, varie en fait d'une étude à l'autre. Le risque cumulatif, en fait, sur les analyses le plus poussées, c'est d'environ 34 %, puis on voit que le risque diminue après 3-4 ans, donc ce risque-là. Puis, ce qui est différent, en fait, des patients qui ont une chirurgie d'épilepsie. L'impact, en fait, c'est sûr qu'après une récidive de crise, si l'on remet la médication, l'efficacité est de 64 à 91 %. Donc, ce n'est pas en remettant nécessairement la médication qu'on va regagner, en fait, l'exemption de crise. Donc, certains patients, puis c'est similaire dans la population adulte et pédiatrique, il y a certains patients chez qui on ne retrouve jamais, en fait, l'exemption de crise. Donc, puis l'explication derrière ça, point d'interrogation, si vous avez des pistes, là, mais dans la littérature, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi est-ce qu'on répondait il y a peut-être 1 an puis qu'on ne répond plus là maintenant. Le risque de SUDEP et de status, en fait, n'a pas été étudié de façon formelle dans les études de sevrage. Toutefois, en fait, il y a quand même des cas qui sont rapportés dans diverses séries de cas là, comme tel. Donc, en termes de guide de pratique, donc il n'y a aucun guide de pratique qui est émis par la Ligue internationale contre l'épilepsie ni par la Ligue canadienne. Il y a un guide de pratique, en fait, de la Ligue italienne contre l'épilepsie, la Ligue chinoise. Il y a des recommandations du NICE, en fait, qui ont été mises à jour en 2021. Puis, il y a un guide de pratique de l'AN qui est paru en 2021.
Donc, juste un petit mot pour la Ligue italienne. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes tout de même. Donc, c'est daté de 2013, donc avant les études qui sont plus récentes. Donc, ils disent que chez les adultes, on peut tenter un sevrage après plus de 2 ans d'exemption de crise. Chez les enfants, on peut y songer si moins de 2 ans quand même d'exemption de crise. Un sevrage lent est recommandé. Puis, ils disent aussi que si on sèvre la médication, on aurait avantage quand même à continuer à suivre ces patients-là. Donc, tu sais, s'ils font une crise, bien, qu'ils ne soient pas abandonnés puis que la clinique soit toujours disponible comme telle pour rapidement les reprendre en charge. Donc, ça fait partie de leurs recommandations. Pour ce qui est en fait des guidelines en fait du NICE, en fait, je ne vais pas les passer au global, mais il y avait un point important, c'était d'être très prudent sur le sevrage des benzodiazépines et des barbituriques, donc pour éviter le risque de crise de sevrage, donc surtout dans notre population qui est épileptique, évidemment. Finalement, donc, en fait, le guide de pratique de l'AAN, donc, qui est paru en 2021, il y avait plusieurs questions qui voulaient répondre. Donc, est-ce que le sevrage augmente le risque, en fait, de récidive de crise? Est-ce que ça a un impact sur la mortalité, sur le status épilepticus? Est-ce que ça change la qualité de vie? Est-ce que aussi ça change aussi les effets secondaires que les patients rapportent et qu'ils attribuent à la médication? Puis c'est quoi la vitesse de sevrage qu'on devrait faire chez les patients? Donc, en fait, dans la population adulte, premièrement, donc, ils disent que oui, effectivement, si on sèvre la médication, on a plus de chances de avoir des crises, donc 15 versus 7 chez les adultes qui sont exempts de crise, le sevrage de la médication ne change pas la qualité de vie. Le sevrage des anticonvulsivants n'augmente pas le risque de status épilepticus ou de mortalité. Puis, aucune donnée fiable à savoir, c'est seulement les études de classe 4. Si on sèvre la médication, est-ce que les patients vont dire « Ah, mon effet secondaire que j'avais est vraiment résolu avec le sevrage de la médication en soi ». Pour ce qui est de la population pédiatrique, donc pas de différence en fait si on sèvre après 2 ans d'exemption de crise versus 4 ans d'exemption de crise. Puis, on peut considérer sevrer à partir de 18 mois. L'EEG a une valeur pronostique en pédiatrie, mais on n'a pas de données sur le type d'EEG qu'il faut faire. Est-ce que c'est un EEG de 20 minutes, 40 minutes, privation de sommeil, 2 heures? On ne le sait pas. Concernant, en fait, le sevrage de la médication dans les syndromes, on a peu de données qui sont fiables. Puis, en fait, concernant la vitesse de sevrage, donc il n'y a pas de différence si on sèvre de 25 aux 10 à 14 jours versus le sevré de 25 aux 2 mois. Donc, ils ont émis 14 recommandations. Je les passe brièvement, puis vous les aurez pour fin de consultation. Donc, chez les adultes, quand on est 2 ans sans crise, on devrait commencer à discuter avec les patients de sevrer la médication. Donc, on devrait aussi discuter que c'est sûr que si on sèvre, il y a plus de chances de refaire de crise que de ne pas sevrer. Puis que ça se peut qu'il y ait une chance que si on remet la même médication, qu'on ne regagne pas le contrôle de l'épilepsie. Puis qu'il n'y a pas de données qui sont très fiables par rapport à tous les déterminants, tout ça, que ça n'augmente probablement pas le risque de status épilepticus et de mortalité. Donc, c'est des questions qui peuvent venir. En fait, on doit toujours, avec le patient, déterminer c'est quoi sa qualité de vie à lui pour prendre une décision, en fait, qui est conjointe. Donc, de savoir, bien, tu sais, s'il refait une crise et que lui, il tient à tout près à son permis, bien, c'est sûr que voici les conséquences de refaire une crise si on baisse la médication. Donc, pour prendre quand même une décision qui est conjointe et partagée. Et finalement, en fait, dans la population adulte, on ne sait pas l'impact de faire un EEG et une résonance magnétique. On ne connaît pas la pertinence de faire ces examens-là avant de sevrer. Pour ce qui est en fait de la population pédiatrique, donc on pourrait avoir la même discussion vers 18 à 24 mois d'exemption de crise, un peu les mêmes recommandations en fait qui se recoupent. La seule chose en fait, c'est qu'ils vont suggérer de faire un électroencéphalogramme donc avant de faire le sevrage. On ne devrait pas aller plus vite que 25 en fait aux 10 à 14 jours. Puis, en fait, si le patient a un syndrome donc électroclinique, bien évidemment qu'il faut le considérer en parlant avec les parents et l'enfant de c'est quoi les chances de refaire des crises comme telles. Pour la chirurgie d'épilepsie, en fait, pas d'évidence claire. Un petit mot, en fait, puis en fait, pour les guides de pratique, là, plusieurs questions qui restent en suspens par rapport à ce guide-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire un EEG? Si oui, quelle sorte d'EEG? Quelle est la vitesse de sevrage qui est, dans le fond, la meilleure? Si le patient refait une crise, puis disons qu'il y a encore une fois 2 ans sans crise, est-ce qu'on tente de resevrer à nouveau? Donc, c'est une question. Puis, en fait, dans leur
Dans leur conclusion, ils disent que les outils prédictifs à ce stade-ci ne devraient pas être utilisés en clinique pour déterminer le risque de récidive de crise parce qu'on n'a pas assez de validité externe avec les outils qui sont disponibles. Donc, bref mot sur la chirurgie d'épilepsie. Donc, la population pédiatrique a plus de chances d'être sans crise après le sevrage des anticonvulsivants versus la population adulte. Donc, on a l'étude Time to Stop, en fait, parue en 2012, donc une étude multicentrique européenne, donc 766 patients pédiatriques. Le temps médian du début de la diminution des anticonvulsivants était 12 mois, puis le temps du sevrage complet était 28 mois. Puis, tu sais, on pense que le sevrage précoce n'affecte pas, en fait, la guérison au long cours, mais pourrait peut-être démasquer, en fait, un échec chirurgical. Donc, c'est un point d'interrogation, sujet de débat. Pour ce qui est en fait des études, donc il y avait quand même un questionnaire qui avait été fait auprès des épileptologues canadiens, donc par Dr. Telezentano, donc l'article publié en 2012. La plupart des gens, là, 50% disaient qu'ils commençaient à baisser la médication plus d'1 an après la chirurgie. En fait, pour ce qui est des tests prédictifs, donc une étude par l'équipe de Dr. Nguyen qui a montré qu'il n'y avait pas de valeur pronostique de l'IRM et du dosage des anticonvulsivants avant de faire le sevrage, mais qu'il y avait quand même une valeur pronostique de l'EG, donc avant de faire le sevrage en médication en post-opératoire. En fait, c'est qui les candidats idéaux? Donc, à droite de l'écran, donc des patients qui sont jeunes, qui ont une courte durée de l'épilepsie avant la chirurgie, des patients qui ont une épilepsie lésionnelle, des patients qui vont avoir une exemption de crise après la chirurgie, évidemment, un EEG qui est normal, une pathologie qui est claire aussi. Donc, c'est ces patients-là qui sont idéaux pour sevrer la médication. En fait, il y a des patients qui gardent, selon une série danoise, les médicaments jusqu'à 7 ans après une chirurgie qui a fonctionné. Puis en fait, c'est quoi les patients, c'est quoi leur facteur déterminant de vouloir conserver la médication? C'est vraiment la peur de refaire ne serait-ce qu'une petite crise. Donc, c'est vraiment le choix des patients à ce stade-là, donc qui veulent conserver la médication. Donc, en fait, au premier congrès nord-américain d'épilepsie, Dr. Zentano, en fait, suggérait d'attendre au moins 6 mois avant de diminuer la médication chez un patient qui est en polypharmacie, donc en polythérapie, puis d'attendre au moins 2 ans avant de sevrer complètement la médication là, chez les patients qui sont exempts de crise, mais le tout est toujours à considérer en fonction du patient, des données cliniques, EEG, radiologiques, puis aussi de l'histopathologie. Donc, des outils aussi prédictifs là, en post-opératoire. Donc, vous avez les références si vous le souhaitez. En conclusion, donc, la décision de sevrer les anticonvulsivants, ça requiert une évaluation quand même complète du patient, puis une révision là, exhaustive du dossier clinique. Donc, il faut connaître le patient. Le risque de crise, on doit tenter de l'estimer pour conseiller les patients, leur famille. Est-ce qu'il faut faire un EEG? En fait, moi, j'ai tendance à le faire, mais on n'a pas de recommandations claires. Les risques inhérents à une récidive de crise doivent être discutés avec le patient. Chez les enfants, donc après 2 ans, on peut tenter un sevrage, peut-être même 18 à 24 mois, avec un risque qui est un petit peu plus élevé. Chez les adultes, en fait, un sevrage après 2 ans peut être considéré, mais 5 ans, on est beaucoup plus sécuritaire en soi. S'il y a une récidive de crise, c'est sûr qu'il faut aviser au préalable le patient que ça se peut que la médication ne fonctionne pas, celle qui fonctionnait avant. Donc, le patient doit savoir ça. Il n'y a pas de recette, donc pour sevrer la médication, il n'y a pas de vitesse claire. J'ai un de mes patrons de fellow, Dr. Kieser, qui me disait, en fait, on sèvre 2 fois plus lentement qu'on introduit, donc j'adopte toujours ça. Donc, un anticonvulsivant à la fois, celui avec la plus petite dose, celui que le patient a l'impression qu'il n'a jamais rien fait, celui avec le plus d'effets secondaires. Puis dans la population pédiatrique, en fait, il ne faut pas dépasser 25% aux 10 à 14 jours selon les recommandations de l'AM. Le sevrage doit se faire prudemment, évidemment, puis il faut faire attention aux benzos et aux barbituriques, il faut être beaucoup plus prudent. Puis, je pense que quand même, il faut considérer un suivi de 2 ans après. Il ne faut pas que le patient soit libre, c'est-à-dire qu'il peut avoir nos coordonnées pour bien pouvoir nous rappeler s'il y avait quoi que ce soit. Les recommandations de l'AN, donc parues en 2021, plusieurs questions en suspens. Donc, c'est quoi le délai optimal dans la population adulte? C'est quoi, dans le fond, dans la population adulte, est-ce qu'il faut utiliser l'EEG, l'IRM? Puis, c'est quoi la vitesse de sevrage? Puis, pour les patients qui ont une chirurgie, la prudence est de mise, un sevrage lent, évidemment. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Dr. Martineau. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions dans l'assistance. Dr. Nia. Est-ce que tu as lu dans tes lectures quelqu'un, nous, on a des patients qu'on voit pour une première fois, puis ça fait 25 ans qu'ils sont sous dilantin. Puis moi, les fois que je me suis essayé, ça a toujours été une catastrophe, même si ça fait 25 ans. Est-ce qu'il y a de la littérature sur ça? Les seules, en fait, études au long cours qu'on a, c'est les 2 études, en fait, de pédiatrie, en fait, adolescent et début à l'enfance, qu'on sait que ça pourrait fonctionner. C'est sûr qu'on est sécuritaire, on a le 5 ans. Moi aussi, j'ai essayé, j'ai repris la pratique de quelqu'un qui est parti à la retraite. Il y a des patients que ça faisait longtemps, en fait, qui étaient sous médication, puis j'ai eu quand même des beaux échecs, là, malgré que j'ai fait le 5 ans et tout ça. Donc, mais je n'ai pas lu dans mes lectures quelque chose qui pouvait nous guider pour cette population-là de façon claire. Oui. J'ai une question. Toi, en fait, j'aimerais t'entendre. Tu as montré tantôt des études, là, puis on en a tous entendu parler, des patients qui étaient bien contrôlés, qu'on arrête leur médication, puis qui en refont, puis qu'on n'arrive plus à avoir le contrôle, ou même que même si on ne connaît pas le mécanisme, qu'on n'arrive pas à retrouver le contrôle des crises suite à ça. Puis, tantôt, Dr. French parlait de la médication anticonvulsivante comme une médication symptomatique et non pas une médication modulatrice de la maladie. Mais dans ma tête, si un patient était contrôlé, tu arrêtes une médication puis tu empires sa maladie ou qu'il y a plus de manifestations, à quelque part, tu as modifié la maladie. Puis bien que ce n'est pas, mettons, un patient qui ferait plein de crises, de dire, ben, je ne vais juste pas vous traiter parce que peut-être que dans 2 ans, vous n'en ferez plus. Habituellement, on les traite tous, puis c'est ceux qui sont traités qui n'en font plus. Là, on dit, OK, parfait, on les arrête. Dans ma tête, ce concept-là, ben, on a modifié la maladie avec la médication. On n'a pas juste traité des symptômes. Donc, je vois que tout le monde commence à dire la médication anticonvulsivante, anticonvulsivante. Je suis d'accord, mais dans ma tête, il y a un peu une médication anti-épileptique aussi là-dedans, si on modifie le cours de la maladie, là. Bien, je suis d'accord, mais il y a aussi le fait que l'épilepsie, même si on la garde sous médication, on va quand même avoir des récidives de crise, donc malgré qu'on ait une belle exemption de crise. Donc, je pense que c'est toujours à discuter. C'est un peu une question philosophique. Est-ce que les anticonvulsivants changent de devenir, en fait, de la maladie? Je pense qu'il y a un impact, certes, mais c'est sûr que même si on garde la même médication, il y a des patients qui vont arriver dans notre bureau et qui vont dire « Ça faisait 10 ans que j'étais sans crise, puis j'ai refait une crise, j'ai pas de facteur clair. » Donc, tu sais, c'est... Oui, possiblement, mais à un moment donné, il faut s'égaler les sevrer s'ils ont des effets secondaires, puis s'ils souhaitent ce sevrage-là, puis si c'est sécuritaire. Puis je comprends qu'on ne guérit pas la maladie, mais parallèle avec la sclérose en plaques, on dit que c'est une médication qui est modulatrice de la maladie, ben j'ai l'impression que c'est plus ça que juste dire « Ah, on va traiter vos crises pour pas que vous ayez de crise ». J'ai l'impression que on dirait que j'aime pas tant le concept de dire « Ah, je vais juste traiter vos crises pour pas que vous fassiez de crise ». Non, c'est plus ça, c'est je vais vraiment traiter votre pathologie, même si je la guéris pas, je vais quand même vous améliorer à long cours, là, mais... On a quand même des beaux succès aussi de patients dans les cohortes qu'on voit qui nous disent un peu le contraire de ça. Donc, on est un peu en, de qui, quand, comment. Aujourd'hui, c'était un bon défi de dire comment est-ce qu'on fait tout ça là, en soi. Là. Donc, On avait quelques questions aussi dans l'assistance en ligne au sujet du permis de conduire. Là. Donc, entre autres, par rapport à est-ce que les patients devraient cesser de conduire au sevrage des médications? En fait, il n'y a pas de recommandation de la SAC claire. Hein? Moi, je dis aux patients, c'est sûr que je réitère les conseils d'usage en épilepsie quand je décide de diminuer la médication pour tout changement. Donc, c'est-à-dire attention au bain, la mégatule, le port du casque, puis les activités en hauteur. Puis évidemment que je leur conseille, je leur dis, c'est pas le moment de faire des sports extrêmes. Puis la conduite auto, si vous pouvez vous faire conduire. Donc, je leur dis toujours, c'est un conseil d'amis, mais il n'y a pas de restriction par rapport à la SAC comme telle. Puis, donc, il y avait la question aussi par rapport à spécifiquement un sevrage après 2 ans de bon contrôle, on sauve les médications, récidive de crise, est-ce que c'est 3 mois ou 6 mois? Mais donc, on est dans l'exception. Bien, en fait, c'est sûr que si c'est nous, bien là, si on est à 2 ans, bien, c'est une bonne question, je ne sais pas, si on est à 2 ans, puis que la médication, elle est sevrée, honnêtement, moi, ça serait un retour de crise. Je pense que j'aurais dit que c'est au moins, je ne sais pas, j'aurais dit 3 mois, mais c'est du tough call, là, je pense. Oui, bien, 3 mois dans la loi, là, selon l'article. En fait, c'est on est quand même à 2 ans de sevrage. Là. Oui, c'est ça. Oui, mais dans le fond, c'est que tant qu'on a 1 an de contrôle de l'épilepsie préalable, là, donc, mais il y a des articles de loi assez clairs pour les questions par rapport au permis de conduire, là, donc, qui se trouvent en ligne.
3 mois. C'est 3 mois. Parfait. Une question. Est-ce qu'il y a des articles qui parlent, est-ce que le fait d'avoir un niveau sérique sous-thérapeutique est un facteur favorable? C'est-à-dire, il prend 100 mg seulement de dilantin, par exemple. J'ai pas vu d'article précis comme tel. Ça m'apparaît logique, mais j'ai pas vu d'article comme tel en soi. Puis dans les recommandations de l'AN, ils nous disent qu'on ne devrait pas se fier à un dosage au préalable, là, mais j'ai pas vu d'article comme tel. Mais c'est sûr que ça appelle à l'esprit que si le patient prend 100 de dilantin, je suis à l'aise. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir aller à la pause, donc jusqu'à 14h30, puis on va reprendre avec les 2 derniers conférenciers. Merci.
plus sombre.
Donc, on va reprendre avec le prochain conférencier, Dr. Vail. Donc, Dr. Vail est un neurochirurgien donc, qui pratique à Sainte-Justine et également au CHUM, donc qui a en fait fait sa neurochirurgie à l'Université de Montréal et ensuite 2 fellows à l'Université de Miami. Donc, qui est également chercheur en plus de pratiquer en neurochirurgie, donc spécialisé en chirurgie. Donc, bienvenue, Dr. Vail. Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation de venir présenter et parler de la chirurgie d'épilepsie. C'est un honneur vraiment d'être ici avec les amis et les collègues. Je n'ai pas de divulgation très pertinente active. Donc, aujourd'hui, on a 4 objectifs. On va parler de la chirurgie d'épilepsie, mais avec un accent sur qu'est-ce qui est nouveau. Mais on va couvrir les concepts d'identifier les patients qui devraient être référés en centre pour une évaluation préchirurgicale, établir quelles sont les indications élargies de la chirurgie d'épilepsie, parler des abords minimalement évasifs qui sont de plus en plus prévalents dans notre pratique et également de la neuromodulation et connaître les différentes technologies de neuromodulation qui sont maintenant disponibles. Donc, comme vous êtes tous bien au courant ici dans la salle et en téléconférence, parmi tous vos patients en clinique, après l'introduction d'un premier médicament, 47% vont répondre avec un contrôle de leur épilepsie. Par la suite, s'il y a une échappe de crise, l'ajout d'un deuxième médicament va contrôler un autre 14%. Mais après, pour les patients qui sont réfractaires au deuxième médicament, on retrouve au moins 30 à 40% des patients qui vont être réfractaires au traitement médical. Et surtout des patients qui ont une épilepsie sévère au début ou des patients qui ont une lésion structurelle à l'IRM, qui sont des facteurs prédicteur d'une épilepsie réfractaire et qui est d'ailleurs un facteur pronostic favorable à la chirurgie d'épilepsie. La Ligue canadienne de l'épilepsie, pas la Ligue canadienne, la Ligue internationale, définit l'épilepsie réfractaire comme l'échec de 2 médicaments
on ne voit pas notre diapo complètement. Hein. L'échec de 2 médicaments bien tolérés, bien choisis, en mono ou en bithérapie. Ce qui est surprenant et un peu décevant, c'est que malgré l'innovation majeure en pharmacologie depuis 30 ans, la prévalence d'épilepsie pharmacorésistante, elle demeure stable dans le temps, entre 30 et 40 comme vous êtes tous bien au courant dans votre pratique quotidienne, cette épilepsie pharmacorésistante a un impact majeur sur les patients, associé avec un impact autant au niveau cognitif que leur pronostic vital, mais également sur nos centres hospitaliers puis sur les coûts de notre société. Donc, si on regarde la classification actif d'épilepsie, de syndrome d'épilepsie ou des types d'épilepsie, on pourrait trouver dans chacun de ces types d'épilepsie un patient qui pourrait bénéficier d'une opération. Donc, je serais prêt à dire que tout patient médico-réfractaire qui a échoué à 2 médicaments, peu importe où il se localise dans ce tableau, pourrait bénéficier d'une référence à un centre tertiaire pour potentiellement bénéficier d'une chirurgie d'épilepsie. Donc, quelles sont les chirurgies qu'on peut offrir? Avant d'embarquer dans les différents types d'épilepsie, j'aimerais revenir dans l'histoire puis revoir comment ce concept de l'épilepsie comme un désordre de réseau est venu, car c'est un concept extrêmement important pour comprendre quel traitement chirurgical on offre pour quel patient. Et les premiers à suggérer l'épilepsie comme réseau étaient les pionniers de chirurgie d'épilepsie, l'équipe de Penfield et Jasper ici à Montréal, dans les années 1950. Et à travers des électrocardiographies en salle d'opération et des EEG, ils ont défini le zone de début de crise, que vous voyez ici en gris, comme étant le zone pouvant causer les crises épileptiques et pouvant propager à travers un réseau plus large, mais que l'exérèse de cette zone d'initiative de crise ou zone de début de crise pouvant guérir le patient. Ils ont élaboré leur hypothèse plus loin pour considérer cette zone épileptogène à l'intérieur d'un plus grand réseau qui implique la zone symptomatologique, mais également la zone irritative, donc les activités épileptiques interictales. Mais encore une fois, ils ont suggéré que l'exérèse du zone épileptique que vous voyez en gris pouvant être suffisant pour enlever les crises du patient et guérir son épilepsie. À travers l'Atlantique, en France, les pionniers Talarac et Banco ont poussé le concept de l'épilepsie comme maladie de réseau encore plus loin. Et à travers des études chez les patients de SEEG, donc l'implantation d'électrodes profondes, ils ont pu concevoir l'épilepsie ou le réseau d'épilepsie dans une configuration tridimensionnelle et ils ont étendu le zone épileptogène, c'est-à-dire la zone chez qui l'exérèse peut guérir le patient, pas juste la zone de début des crises, mais la zone de propagation précoce. Ensuite, plus tard, dans les années 90, Susan Spencer ainsi que d'autres ont avancé le concept de l'épilepsie comme maladie de réseau encore plus loin. Et ils ont décrit la maladie comme l'interruption de nœuds de ce réseau pouvant altérer la manifestation de crise ou de l'épilepsie. Donc, pas une zone distincte du cerveau qui crée le début de crise et la propagation, mais la déconnexion de un ou de plusieurs nœuds dans ce réseau pouvant affecter la manifestation de l'épilepsie. Et donc, quand on pense à les différents types de chirurgie d'épilepsie qu'on peut faire, on peut regarder ces concepts de réseau et on peut voir que si on resecte le zone épileptogène, on peut potentiellement guérir l'épilepsie. Mais si on n'est pas capable d'offrir un traitement de résection, mais on peut déconnecter la voie de propagation des crises, par exemple une callosotomie,
ou si on n'est pas capable de faire ceci, ben, on peut stimuler le réseau, le moduler afin d'altérer sa signature épileptogène. Et on va parler des différentes modalités de neuromodulation. Bien sûr, le but de la chirurgie d'épilepsie ultime, c'est de guérir le patient, d'éliminer les crises. Mais plus qu'on vise un traitement chirurgical à but curatif, ben, également, plus qu'on augmente potentiellement les risques autant neurologiques que cognitifs. Et on va discuter ça un peu plus tard. On peut être fier de ce diapo parce qu'en chirurgie d'épilepsie, on a l'évidence niveau 1. On a des études randomisées, surtout 3 études, qui démontrent que la chirurgie d'épilepsie, surtout pour l'épilepsie temporale, surtout chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, mais également l'épilepsie extratemporale chez l'enfant, on sait que on peut traiter, en traitant 2 patients, on va guérir un d'épilepsie. Donc, le NNT pour la chirurgie d'épilepsie est à peu près 2, ce qui est un profil très favorable par rapport à d'autres types de neurochirurgie qui sont disponibles. Bien sûr, l'évidence pour les autres types de chirurgie d'épilepsie, ce n'est pas niveau 1 en termes de chirurgie de résection, mais on a des centaines et des milliers de séries de cas, des études observationnelles qui démontrent que la chirurgie d'épilepsie est efficace et elle est sécuritaire dans à peu près dans tous les lobes du cerveau. Mais bien sûr, donc, de toute évidence, une référence en centre tertiaire d'épilepsie lorsqu'une pharmacorésistance est présente est indiquée, mais pour pouvoir voir quels patients sont candidats à une chirurgie de résection, ben, ça passe bien évidemment par le bilan préchirurgical dont vous êtes tous bien cognizants. Les tests préchirurgicaux, ils ont beaucoup évolué depuis 20 ans et ça permet de dichotomiser les patients en 2 grosses catégories. Une épilepsie focale ou régionale, pouvant aller même être hémisphérique, qui peut être potentiellement enlevée ou ablationnée pour guérir le patient, ou une épilepsie qui est plus générale, bilatérale, multifocale, chez qui on ne peut pas enlever, mais qu'un traitement ou par neuromodulation ou par déconnexion pourrait être offert. Mais vous allez voir que cette dichotomisation n'est pas nécessairement stricte à ce point-là. Et il y a plusieurs, on pourrait appeler contre-indications classiques ou misconceptions par rapport au bilan préchirurgical qui vaut la peine de mentionner. Je les liste ici, mais on va les prendre un par un. Le premier, c'est le concept que la présence d'activité ictale ou interictale bilatérale étant une contre-indication à la chirurgie d'épilepsie, et c'est faux. Beaucoup de patients, en l'occurrence les patients pouvant subir une hémisphérectomie, ils peuvent avoir un bon pronostic malgré l'activité bilatérale, et on a démontré ça à travers une étude multicentrique récemment. Vous êtes tous bien au courant, évidemment, que l'épilepsie temporale peut se présenter avec des activités électriques bilatérales, mais que beaucoup de ces patients-là souffrent finalement d'une épilepsie unilatérale. Également, beaucoup de patients peuvent souffrir d'un foyer épileptogène multifocal et qu'on peut potentiellement, comme dans le cas de l'hétérotopie périventriculaire, on peut traiter un des noyaux du réseau épileptogène et parfois on peut aider le patient et encore parfois on peut même le guérir, pas toujours, mais parfois. Donc, la présence de foyer multifocal ne veut pas dire qu'un patient n'est pas un bon candidat à une chirurgie d'épilepsie. On se rappelle notre concept de l'épilepsie comme réseau. Finalement, le concept que l'épilepsie non lésionnelle n'est pas nécessairement un candidat à une chirurgie de résection également n'est pas le cas. En fait, ce qu'on sait, c'est que beaucoup des patients qui vont être référés avec un IRM normal à la lecture par le neuroradiologiste d'expérience, jusqu'à 5% des cas vont finalement être lésionnels. Et il y a plusieurs laboratoires ici dans le réseau de Montréal qui ont l'IRM quantitatif, qui permettent de faire du post-processing
pour aller trouver des lésions qui ne sont pas visibles sur l'IRM standard 3-TELSA, comme cette patiente qui était une fille de 5 ans qu'on a fini par trouver une dysplasie corticale. Elle a bien évolué suite à une lobectomie temporale qui a été étendue au gyrus temporal supérieur pour aller chercher l'anomalie de signal. Finalement, on peut penser qu'un patient avec des lésions multifocales ou diffus ne sont pas candidats à chirurgie d'épilepsie, comme les scléroses tubéreuses ou les polymicrogyries, mais beaucoup de ces patients-là sont des bons candidats à la chirurgie d'épilepsie. Sur l'image à gauche, c'est un patient qui a eu une chirurgie operculo-insulaire et qui est guéri de son épilepsie, car le tubaire prédominant était le nœud principal de son réseau. Et l'ablation de ce nœud-là a guéri son épilepsie jusqu'à présent. Et certains patients avec polymicrogyrie, par exemple, leur zone d'épileptogène peut venir du cerveau d'apparence normale ou chevaucher avec la polymicrogyrie. Donc, il nécessite une investigation vraiment détaillée, pas juste souvent non évasive, mais également évasive. Et beaucoup de ces patients-là peuvent être aidés par la chirurgie d'épilepsie. Finalement, on a souvent le concept que le patient peut être trop vieux pour une chirurgie d'épilepsie, plus que 60 ans, mais de plus en plus de centres sont en train de traiter ces patients-là par chirurgie avec des bons résultats. Une bonne efficacité comparable aux patients plus jeunes, une morbidité tout à fait acceptable, sauf certains sous-catégories cognitives qui peuvent être affectées, mais quand même, la population at large bénéficie. Et c'est de même pour les patients très jeunes. On opère des bébés de quelques mois pour des hémisphérectomies, qui est une des chirurgies les plus majeures, avec une bonne efficacité et une sécurité tout à fait acceptable. Finalement, est-ce qu'on peut opérer en zone éloquente, fonctionnelle? La réponse est oui. Les tests non évasifs, comme l'IRM fonctionnel chez ce patient-là qui a été fait ici au CHUM, a démontré les zones langagières, puis sa tumeur dans la zone de Wernicke a été enlevée sans complications, ou ce patient avec une lésion périrholandique qui a été enlevée grâce au neuromonitoring intraopératoire. Donc, on a des façons pour trouver le sillon central, pour faire du cartographie motrice intraopératoire. On a également, on monte notre succion avec le neuromonitoring. Donc, on est capable, pendant qu'on suctionne la substance blanche, on a un neurophysiologiste qui nous dit s'il voit des changements au niveau des fibres corticospinales. Donc, ça nous permet d'être très précis et de faire ces genres d'opérations avec beaucoup de précision. Finalement, on est dans le mec du chirurgie operculo-insulaire. On en fait également à Sainte-Justine. Voici un patient qui a une lésion operculo-insulaire et on bénéficie beaucoup des études de connectivité, donc la tractographie pour mapper les voies corticospinales visuelles, mais également les réseaux fonctionnels comme les réseaux d'attention, et divers réseaux cognitifs. Et ça nous permet de faire la chirurgie. En fait, quand on opère avec ces fibres-là dans notre système de navigation, on avait l'impression qu'on opérait aveugle avant. On est beaucoup plus aware des structures autour de nous. Et je pense que ça va rendre, on aura de plus en plus d'évidence que ça va rendre la chirurgie encore plus sécuritaire. Finalement, des fois, on fait face à des patients avec des épilepsies éloquentes qu'on ne peut pas enlever. En l'occurrence, un patient avec épilepsie temporomésiale dominant, non lésionnelle, avec un mémoire verbal préservé, on a des options non ablatives chez ces patients-là. Donc, on peut faire des transections. On sait que les voies de propagation de l'épilepsie, du réseau épileptogène au niveau des structures mésiales sont longitudinales le long de l'hippocampe au niveau du fimbria vers le fornix. Donc, si on coupe l'hippocampe au niveau, je vais essayer de montrer, si on coupe l'hippocampe perpendiculaire au fimbrier, mais si on ne touche pas le fimbrier, en théorie, on peut diminuer la propagation longitudinale au niveau de l'hippocampe, mais permettre les voies perpendiculaires de mémoire. Et donc, l'expérience, on a fait le premier patient ici au CHUM, grâce aux collaborations précieuses de plusieurs dans la salle. Et l'évidence à date dans la littérature, c'est qu'on peut avoir une efficacité quasi comparable à la chirurgie standard, mais un peu moins.
mais potentiellement en préservant ces fonctions-là. Vous savez tous l'impact majeur que ça peut avoir sur la vie d'un patient d'avoir des troubles mnésiques post-opératoires. Finalement, bien que les tests préchirurgicaux non invasifs ont beaucoup évolué, ils nous permettent de mieux localiser les foyers épileptogènes, les réseaux épileptogènes et les fonctions de façon non invasive. Il y a beaucoup de patients qu'on nécessite le monitoring invasif pour mapper pas juste le réseau épileptogène, mais également les fonctions. Mais dans cette sphère, il y a eu un grand shift de notre technique et notre façon de pratiquer, alors que avant, on faisait un abord assez invasif qui incluait une grande incision, une crânotomie, puis un monitoring avec des électrodes sous-duraux. On a à peu près tout le monde en Amérique du Nord a pris en main ce qui se faisait déjà en Europe et a commencé à faire du SEEG, qui est une façon de mettre des électrodes dans le cerveau à travers des petits trous dans l'os. Donc, c'est minimalement évasif. Donc, vous voyez la différence, c'est des petits trous dans la peau et dans l'os. Mais en plus d'être minimalement évasif, on a de l'évidence maintenant assez solide que c'est mieux pour les patients, c'est plus efficace. On est mieux, on optimise notre capacité à faire un mapping du réseau épileptogène. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre les électrodes dans des régions profondes du cerveau, le gyrus singulaire, l'insula, le gyrus fronto-orbitaire et autant que les sulcus plus superficiels. Et ça nous permet donc d'avoir une conceptualisation tridimensionnelle des réseaux épileptogènes, puis d'un concept clinico-anatomo-électrique. Donc, on peut, une fois le patient sous monitoring, on peut corréler les manifestations cliniques du patient, donc les crises, avec les activités électriques, mais aussi en bon détail spatial, les localisations anatomiques des crises. Et l'ajout du robotique et l'hôpital pédiatrique de Montréal, le Children's en a un. On est en train de faire les étapes pour acheter un également. Ça nous permet de faire cette technique SEEG de façon encore plus précise et plus efficace. Donc, le robotique prend de plus en plus de place. Et vous voyez sur ce schéma l'avantage majeur si vous comparez notre ancienne façon de faire. Et je dis ancien, mais on en fait encore. Et d'ailleurs, on a fait un patient il y a un couple de mois. Mais vous voyez qu'avec des grids sous-duraux, peut-être quelques électrodes de profondeur, il y a beaucoup de régions qui peuvent ne pas être bien échantillonnées, alors qu'avec l'autre méthode, on a un échantillonnage des structures profondes et, qui est meilleur. Cette approche-là, qui a l'air plus invasive, elle a quand même un rôle encore, surtout pour les patients qui ont une lésion unilatérale, chez qui on veut faire vraiment une mapping évasif de certaines fonctions. Par exemple, un patient qui aurait une lésion autour de Wernicke, qu'on voulait mapper ses fonctions et qu'on était assez confiant qu'on allait quand même retourner puis faire une geste, ben, ces patients-là peuvent quand même bénéficier de cet abord-là. Et je vous présente un cas de mes collègues au Children que je pense illustre très bien l'SEEG, mais aussi que les avancements en chirurgie d'épilepsie, ce n'est pas juste la technique puis la technologie, mais également l'électrophysiologie. Et juste vous montrer les oscillations haute fréquence, les HFO, qui ont été découverts ici à Montréal et popularisés à l'Institut neurologique et par les collègues ici, sont un biomarqueur électrophysiologique qu'on pense représente du cerveau épileptogène ou le foyer épileptogène. Et on pense qu'en enlevant les zones qui ont les HFO, surtout certains types de HFO, on pense que c'est associé avec le pronostic du patient. Et vous voyez que dans la littérature, il y a de l'évidence qui est pas, qui est quand même, il y a une certaine controverse, mais il y a quand même de l'évidence relativement solide que cet biomarqueur et l'XRS des HFO est associé avec un meilleur pronostic
épileptique pour le patient. Donc, on a parlé de résection, mais parlons de déconnexion. Mis à part la déconnexion que j'ai décrite au niveau de l'hippocampe, la chirurgie principale de déconnexion qu'on fait, c'est la callosotomie, le corps calleux qui connecte les deux hémisphères. Et c'est une chirurgie qu'on offre qui est palliative, mais qui est une excellente option pour les patients qui souffrent d'épilepsie bilatérale, multifocale ou généralisée. Et cette technique est efficace pour plusieurs types de crises qui sont listés ici. Je vous dirais, l'alternative à la callosotomie sera le stimulateur de nerf vague, qui est également efficace pour tous les types de crises qui sont mentionnés en rose. Mais les patients qui souffrent de crises atoniques avec des drop attacks, en général, on va préconiser la callosotomie car elle est plus efficace pour les crises atoniques. Si un patient a un retard de développement sévère, on va faire une callosotomie complète d'emblée parce qu'elle est encore plus efficace et le patient a moins de risque d'avoir un syndrome de déconnexion qui peut arriver dans 10 à 15% des cas. Si un patient a un bon état développemental, on va habituellement commencer avec une callosotomie des 2 tiers antérieurs et si ça échoue, on procédera au tiers postérieur. Et même la callosotomie, qui est une procédure qui est là depuis les années 1950, elle a évolué. On a commencé à faire endoscopiquement et même on peut le faire avec la thermoablation au laser que je vais montrer plus tard. Donc, parlons des chirurgies minimalement évasives. De toute évidence, le but de la chirurgie d'épilepsie, c'est de enlever ou faire une ablation du zone épileptogène ou d'un nœud dans un réseau épileptogène avec le but d'aider ou surtout guérir l'épilepsie. Mais on veut faire ça et on veut que ça soit comme si on n'a pas passé par là. On ne veut pas causer de dommages collatéraux par notre approche, premièrement. Deuxièmement, on veut de plus en plus, de façon générale en chirurgie, mais également en neurochirurgie, faire nos gestes avec le moins de morbidité. On veut diminuer la taille des incisions, diminuer la dissection tissulaire, diminuer la douleur péri- et post-opératoire, éviter des séjours aux soins intensifs, les OPAC en post-op et diminuer le séjour à l'hôpital. Et on veut que les patients retournent aux activités de la vie quotidienne le plus rapidement possible. Dans la chirurgie minimalement évasive, il y a vraiment 3 catégories. Il y a les abords ouverts qui sont moins invasifs. Il y a la vraie chirurgie minimalement invasive qui sont les traitements par ablation stéréotaxique, dont il y a le laser puis la radiofréquence. Et il y a les options non chirurgicales comme la radiochirurgie puis le HIFU, mais le HIFU, on n'en discutera pas aujourd'hui. Donc, toute cette conceptualisation, ça vaut la peine de revisiter la chirurgie la plus fréquente en chirurgie d'épilepsie, qui est le lobectomie temporale. Et on peut comprendre le raisonnement qui s'est fait. Bien évidemment, on a un niveau d'évidence 1 que la lobectomie temporale est efficace. 70% des patients sont guéris de leur crise et c'est le cas depuis des décennies. Cependant, cette efficacité vient au dépend d'une morbidité qui est double. Une morbidité associée avec un déficit visuel qui impacte la conduite. Et vous savez plus que moi, parce que quand les patientes nous parlent de leur permis, on dit « va voir le neurologue ». Et on ne connaît même pas les règles. On vous laisse gérer ça, mais on sait que ça impacte la qualité de vie des patients. Et le deuxième impact est l'empreinte cognitive de notre geste. Et on sait, en faisant une lobectomie temporale du lobe dominant, si un patient avait un bon mémoire verbale, il y a une chance 30% de déclin. Il y a des patients se plaignent de troubles de naming, de troubles de nommer, et il y en a, les plaintes cognitives sont multiples. Donc, avec les années, comme vous savez tous, les abords, le concept a été de faire le geste, obtenir la même efficacité
en attaquant et en enlevant le zone épileptogène, donc l'amygdale puis l'hippocampe, mais de faire ça à travers un corridor moins invasif sans la résection des structures latérales du lobe temporal pour minimiser, premièrement, le risque de toucher les fibres visuelles, le loop de Meyer, mais également diminuer l'impact cognitif de l'opération. Je vais vous résumer à peu près 60 ans de littérature, de ma façon de le comprendre. Toutes ces gestes chirurgicales, c'est-à-dire de faire une amygdalo-hypocampectomie sélective à travers un bord transsylvien, transtemporal, sous-temporal, ils ont permis une efficacité similaire ou potentiellement légèrement diminuée par rapport à la lobectomie temporale, ce qui n'est pas surprenant, tu enlèves moins de tissu. Mais cet abord ouvert moins invasif ne s'est pas traduit par une diminution de l'empreinte cognitive qu'on aurait voulu, sauf quelques petites exceptions. Pourquoi? Ben, malgré nous, malgré qu'on travaille de façon délicate, malgré qu'on travaille sous microscope et qu'on utilise des corridors qu'on pense minimiser les risques, ces corridors sont quand même associés avec du risque. L'abord transsylvien, on touche le système temporal, l'abord transcortical, on touche les substances blanches, l'abord sous-temporal, on passe par le gyrus fusiforme. Donc, on passe par des structures qui ont définitivement des fonctions cognitives et donc probablement que l'absence d'avantages cognitifs, c'est causé par des abords qui causent des dommages collatéraux. De là, l'intérêt de trouver un abord ouvert novatrice et j'ai eu la chance d'apprendre ça en fellow et on a fait un cas il y a une couple d'années ensemble avec le Children's, avec Roy Dudley. Ce patient, un patient de 17 ans qui a une lésion temporomédiale postérieure, quel abord vous prendrez pour aller chercher cette lésion-là? Si vous passez par latéral, vous allez passer définitivement par des fibres visuelles. Si vous passez par transsylvien, vous passez par encore plus de tissu. Donc, nous, on a choisi de faire un abord supracérébelleux transtentoriel qui permet éviter la transgression ou la rétraction du lobe temporal postérieur. Donc, comme vous voyez sur les images, ça nous a permis d'enlever la lésion sans atteinte visuelle et sans impact cognitif. Donc, le message, c'est comme chirurgien, encore aujourd'hui, on cherche à faire notre travail de façon ouverte avec de moins en moins d'impact ou de dommages collatéraux, mais probablement qu'on ait atteint la limite. Il y a seulement une certaine quantité de chemin pour arriver où on veut. Et donc, l'innovation qui se fait maintenant pour être moins invasif, ce n'est pas tellement l'innovation chirurgicale anatomique de trouver des corridors, mais plus l'innovation technologique. Et donc, c'est les robots puis les lasers. Donc, parlons des lasers. Depuis les derniers 5 à 10 ans, l'utilisation du laser et de la radiofréquence a été exponentielle. Il y a de moins en moins de chirurgie ouverte et de plus en plus de chirurgie par laser. Donc, ça vaut la peine d'en parler et de voir quel est le rôle de cet nouvel outil. Donc, quand on parle de laser puis ablation par radiofréquence, on parle des ablations stéréotaxiques. Et cette technique-là, elle est vraiment minimement invasive. Donc, elle est une bonne option pour tout patient qui veut une option moins invasive. Ces patients n'ont pas besoin d'aller aux soins intensifs et souvent quittent l'hôpital le lendemain. Donc, elle est une excellente option pour un patient chez qui une chirurgie ouverte est contre-indiquée. Elle est une excellente option pour tout patient qui a déjà été opéré, donc pour éviter une réopération. Et on sait que les réopérations sont associées avec plus de risques. La durumère est très collée au cerveau et la dissection peut traumatiser les tissus. Et elle est idéale pour les lésions bien circonscrites, bien délimitées et profondes. Pourquoi profondes? Parce que, comme les lésions que vous voyez en bas, qui sont toutes des lésions qu'on a traitées, on peut accéder à ces lésions-là avec moins de dommages collatéraux, avec moins de manipulation par le chirurgien. Donc, c'est probablement le traitement de premier choix maintenant
pour les hamartomes hypothalamiques, que vous voyez la flèche, pour certaines tumeurs neurogliales profondes, comme cette lésion rétro-insulaire, et pour certaines lésions éloquentes, comme cette cavernome périgonadique qu'on a fait en collaboration avec le CHU. L'ablation par radiofréquence, je n'ai pas d'expérience personnelle. Mon collègue Dr. Hall à l'Institut et ses collègues, ils utilisent cette technologie-là. Ce qui est intéressant de l'ablation par radiofréquence, c'est l'association de cette technique avec le SEEG. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, une fois que le patient a des électrodes SEEG implantés, on peut passer un courant par les électrodes et ce courant crée une lésion par radiofréquence et détruit les tissus. Et vous voyez ce patient qui avait un foyer épileptogène temporal, temporomésiopolaire et insulaire, et ils ont fait une thermoablation de cette lésion avec les électrodes. L'avantage, c'est que lorsqu'un patient est implanté, ça devient diagnostique. On peut tester notre hypothèse pré-chirurgicale, et une fois que les électrodes nous confirment notre hypothèse, on peut faire des ablations des nœuds du réseau des nœuds du réseau de notre hypothèse, et on peut voir si le patient répond, et ça peut être prédicteur d'une chirurgie éventuelle. Le désavantage, c'est que, premièrement, cette technique-là n'est pas faite avec une guidance en temps réel. Donc, on actionne, on met le courant, mais on n'a pas de feedback en temps réel de la quantité d'ablation qu'on fait, qui est la différence entre cette technologie-là et le laser. Et elle est un peu moins efficace. À peu près 2/3 des patients vont avoir une amélioration de la crise, mais souvent, ils ont un taux de récurrence qui est significatif. La thermoablation au laser, essentiellement, c'est similaire dans le sens que c'est l'insertion d'une sonde dans le cerveau. Et cette sonde-là, elle contient un laser. Et les lasers, ils sont utilisés en médecine. Pourquoi? Parce qu'ils sont précis. Et une fois le laser mis dans la zone épileptogène, le patient est amené de la salle d'opération à la résonance magnétique. Et l'IRM est actionné, donc on prend des clichés en même temps qu'on actionne le laser. Et donc, la résonance magnétique et le logiciel nous montrent qu'est-ce qu'on est en train d'ablationner et qu'est-ce qu'on est en train de préserver. Et on sait par des modèles animaux que la zone de délimitation entre ce qu'on détruit et ce qu'on préserve est à peu près 1 mm. Donc, c'est très précis. Je vais sauter vite la technique, mais vous voyez que c'est un petit incision de 4 mm. Et quand on est en train de faire l'ablation, c'est ça qu'on voit. Donc, le patient est dans l'IRM et nous, on voit sur l'écran, il nous montre ce qu'on appelle des heat maps, des cartographies de chaleur. Et la technologie, c'est la thermométrie de résonance. Et il nous dit où on est en train de faire une ablation réversible et où on est en train de faire une ablation irréversible. Et on est capable, en temps réel, de voir les tissus qu'on détruit et les tissus qu'on préserve. Donc, maintenant qu'on a toutes ces différentes options, comment est-ce qu'ils se comparent pour l'épilepsie temporomésiale? Ben, il n'y a rien qui est plus efficace que le lobectomie temporale, comme vous voyez. Avec le laser, ce qu'on a, c'est on a une baisse d'efficacité léger par rapport à la chirurgie ouverte sur les études qui existent à date, puis on a de toute évidence pas des études de longue durée, mais cette baisse minime d'efficacité, elle est associée avec des avantages majeurs, beaucoup moins de complications et l'incidence de déficit des champs visuels est beaucoup diminuée. Vous voyez, une lobectomie temporale, ça peut être jusqu'à 80%, alors qu'elle est autour de 9% pour le laser. Et si on compare le laser à la radiochirurgie pour l'épilepsie temporomésiale, vous voyez qu'elle est, même si elle est chirurgicale, c'est une chirurgie par rapport à une option non chirurgicale, vous voyez qu'elle est plus efficace et aussi plus sécuritaire. Et on est en train d'apprendre comment optimiser les résultats. Donc, on a appris que les échecs de laser, parce que le taux de succès, c'est dans les 55 à 60%, mais les échecs, c'est parce qu'on a fait une ablation trop postérieure et trop latérale. Il faut être sûr de cibler les structures qu'on sait comme étant les plus épileptogènes dans les structures temporomésiales. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'amygdale, l'hippocampe, le cortex entorhinal, puis le gyrus parahippocampique. Et si on regarde pour l'amatome hypothalamique, le thermoablation au laser, vous voyez ici à quel point on peut être précis, où est-ce qu'on fait une ablation et on préserve les corps mammillaires qui sont ici, le mésencéphale et le tractus optique. Et je vais clore rapidement sur la neurostimulation. Vous avez 3 options de neurostimulation, le VNS, le DBS puis le RNS. Le VNS, c'est l'implantation d'électrodes autour du nerf vague attaché à une génératrice. Et le VNS, elle est efficace. 50% des patients ont une réduction de 50% des crises. Et ça peut augmenter jusqu'à 10 ans. Ça peut augmenter un peu à 70% des patients peuvent répondre. Mais overall, c'est 50% des patients ont 50% de réduction. Et ça se traduit par une amélioration de qualité de vie. Puis, certains adultes vont avoir une amélioration de leur troubles d'anxiété et dépression. Malheureusement, on ne sait pas quels patients vont répondre et probablement des études de connectivité cérébrale vont nous donner la réponse. La stimulation cérébrale profonde, c'est une autre technique de neurostimulation pour traiter l'épilepsie. Elle existe pour beaucoup de troubles neurologiques, mais depuis 2018, elle est approuvée pour l'épilepsie. Il y a 2 cibles principales, le noyau centromédian du thalamus puis le noyau antérieur. Le noyau antérieur du thalamus, elle est intégrale dans le circuit limbique. Donc, on sait que le traitement de ce cible-là est une bonne option pour les patients avec des épilepsies limbiques, donc frontales, temporales, alors que le noyau centromédian, qui est connecté diffusément au cerveau électrocérébrale. Et donc, cette cible-là est bonne pour les patients avec des épilepsies multifocales ou généralisées, comme les Lennox-Gastaut. Et il y a une étude randomisée qui a démontré l'efficacité du DBS du noyau antérieur du thalamus. Et on voit qu'avec le temps, cette efficacité augmente. La dernière technique de neuromodulation, c'est le Responsive Neurostimulation, RNS. Et ça, c'est une technique de stimulation corticale, mais qui est une boucle fermée. Donc, on implante un générateur dans le crâne. Et ce générateur est relié à 2 ou 4 électrodes. Et les électrodes, ils font de l'électrocartographie, donc ils mesurent en continu l'activité cérébrale et on programme le générateur de détecter et de donner une contre-stimulation quand il détecte les activités épileptogènes. Et on sait que cette technologie est également efficace à travers une étude randomisée multicentrique. Et encore une fois, jusqu'à 75 à 80% des patients vont avoir une réponse, une résolution de leur crise. Mais overall, si on compare les 3 techniques de neuromodulation, ils sont comparables. La question dans le futur va être quelle technique ou quelle méthode de neuromodulation on donne à quel patient. Et c'est le défi qu'on a pour les prochaines 10 ans. Je vais sauter ça. Je vais clore sur un algorithme pour les patients qui ont une épilepsie pharmacorésistante, mais qui a échoué une opération et qui est dans une région non résécable. On peut considérer la neuromodulation. Quand le patient a 1 ou 2 foyers ou quand il y a une épilepsie régionale, un bon cas, ce serait une épilepsie bitemporale. Le RNS ou le Responsive Neurostimulation, c'est une bonne option. Quand il y a un foyer limbique, comme une épilepsie temporomésiale, frontomésiale, le VNS ou le DBS du noyau antérieur sont des options, alors que quand il y a une épilepsie généralisée, c'est le DBS du noyau centromédian, où maintenant, certains sont en train de mettre des RNS dans le noyau centromédian. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Vail, pour cette belle présentation. Un sujet très ambitieux. Donc, est-ce qu'il y avait rapidement des questions ou on peut passer? Oui. J'ai une question, en fait, par rapport aux transections subpiales là, dans l'hippocampe. Disons, quand on va voir le RNS, il n'y aura pas de plus-value à aller de l'avant vers ce type de chirurgie? Oui, c'est ça. OK. C'est vraiment en attente. C'est probablement une technique qui va, en fait, un peu comme les transections sous-piales qu'on faisait. Ben, moi, j'en ai jamais fait de transection sous-piale en zone langagière ou motrice. Je sais vous en faisiez ici au CHUM, mais
je ne sais pas quand la dernière fois, mais avec toutes ces technologies-là, en fait, c'est ça qui va arriver. Avec toutes ces technologies-là, en l'occurrence le RNS, ça permet aux patients d'avoir une option qui ne va pas causer des déficits neurologiques. Et d'ailleurs, la stimulation ne cause pas d'effet de stimulation. Ils n'ont pas d'effet suite à la stimulation, mais l'efficacité est moindre. C'est demeure quand même palliatif. Les chances d'être seizure-free avec le RNS, c'est 20% dans l'étude, mais probablement que ce chiffre-là, il y a des biais là-dedans. Donc, 10 à 20% des patients vont être seizure-free. La vaste majorité, en fait, c'est probablement 60% des patients vont avoir plus que 50% de réduction de leur crise. Donc, c'est demeure palliatif. Donc, tu demandes aux patients, est-ce que tu veux être 60% de chance d'avoir une réduction de 50% de tes crises ou tu veux 60 à 70% d'être guéri, donc mais avoir un déficit. Donc, c'est toute ça la discussion qui va être arrivée dans le futur. Mais probablement, quand on a l'RNS, la transaction hippocampique va être de moins en moins applicable. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour notre prochaine présentation, ça va être Dr. Rioux et Dr. Osterman, donc deux neuropédiatres qui pratiquent donc pour Dr. Rioux à Sherbrooke et Dr. Osterman au Children à Montréal. Donc, ils vont nous présenter sur les traitements alternatifs de l'épilepsie, donc le cannabidiol et la diète cétogène plus spécifiquement. Il va y avoir une période de questions donc entre les deux présentations. Donc, merci. Dr. Rioux, si celui qui préfère en fait. Alors, bonjour. Je vais faire ça rapidement parce que je me doute que vous devez être fatigué. Donc, on va parler du cannabidiol en épilepsie. J'ai essayé de regarder un peu les données en adulte. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, cette machine-là. Qu'est-ce que je fais? Ah, voilà. Bon. Alors, au niveau des conflits d'intérêts, juste vous dire que je vais vous parler du registre québécois de cannabis en épilepsie pédiatrique qui a été en partie financé par Canopy Growth. Donc, ça n'a pas tellement d'impact sur la présentation, là, mais je voulais vous le dire. Au niveau des objectifs, on va y aller quand même assez rapidement, mais on va parler un peu des mécanismes d'action, l'efficacité, les effets secondaires, les interactions, puis surtout, je pense que c'est surtout ça que les gens veulent savoir, comment on prescrit ça et comment on donne ça. Et ça, c'est pour que je n'oublie pas de respirer. Je me mets des petites images de nature. Voilà. Donc, au niveau des mécanismes, ça demeure à clarifier. Je ne ferai pas le tour avec vous. Le cannabis, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire dans le public et donc qui a été énormément étudié de tout point de vue. Tous les différents cannabinoïdes ont été étudiés dans des modèles animaux, des modèles humains. Donc, oui, il y a des multiples effets in vitro. In vivo, c'est beaucoup moins clair. Au niveau des effets antiépileptiques, ça a été démontré in vitro et in vivo, mais surtout sur des modèles animaux, mais aussi chez les humains. Il y a des études en cours sur le CBDV, qui est une variante du CBD qui aurait des propriétés antiépileptiques. Puis ça, c'est le genre de truc qui nous annonce à tous les 5 ans. C'est que je ne peux pas vous dire que ça va nécessairement être quelque chose de miraculeux, là. Donc, au niveau des études cliniques, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'essais cliniques sur des modèles animaux, mais avec toutes sortes de résultats. Ce que vous savez probablement aussi, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle on parle du cannabidiol aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, en fait, il y a quelques dizaines d'années, il y a des parents qui se sont mis à utiliser de l'huile de chanvre chez leurs enfants qui faisaient de l'épilepsie réfractaire. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? C'est que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on utilise le cannabis pour des problèmes neurologiques, particulièrement pour l'épilepsie, de façon, je dirais, répandue, mais pas de façon bien étudiée. Alors, ça a amené à quoi? En fait, je vous montre en fait la photo de Charlotte Figi. Charlotte Figi, c'est probablement celle qui, c'est pas elle, mais ses parents qui ont déclenché un peu l'engouement pour le cannabidiol dans le syndrome de Dravet. Donc, c'est une enfant qui avait un syndrome de Dravet qui était très sévère, qui, selon ce que les parents disent, en fait, ne convulserait plus du tout puis aurait commencé à parler alors qu'elle prenait du cannabidiol. Donc, ça a amené à quoi ça? Ça a amené en fait à un exode de plusieurs familles, des centaines de familles qui ont déménagé au Colorado, en Oregon, parce que c'est des États aux États-Unis, on s'est mis à prescrire du cannabidiol
Et de là, il y a des compagnies qui ont vu le jour, qui se sont mis à produire de l'huile de CBD pour le traitement d'épilepsie. Et ça a amené finalement, éventuellement, une compagnie pharmaceutique à produire un extrait de cannabidiol. C'est la compagnie, en fait, je ne sais pas c'est quoi la compagnie, je ne m'en souviens jamais, mais le nom du produit, c'est l'Epidiolex. L'Epidiolex, c'est un extrait de cannabis qui est composé à 100% de CBD, donc il n'y a pas de THC, il n'y a pas de terpènes, il n'y a pas d'autres cannabinoïdes. Et c'est un médicament, en fait. Ça se trouve être une huile de cannabis quand même, là, mais c'est considéré comme un médicament. Puis il y a eu plusieurs essais randomisés contrôlés. Donc, c'est vraiment le seul produit qui a été vraiment très, très bien étudié dans le Lennox-Gastaut, le Dravet, CDKL5, syndrome de Dose, plus récemment dans la sclérose tubéreuse. Ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a effectivement une réduction des crises. Je vous dirais que moi, personnellement, je trouve que les chiffres sont assez semblables à n'importe quel autre anti-épileptique standard. Puis on ne sait pas si ça se maintient dans le temps. Donc, les études à plus long terme, c'était sur 1 an ou 1 an et demi. Il y a des patients qui sont devenus seizure-free, donc il y a quand même une efficacité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un haut taux d'arrêt, en fait, parce qu'il y a peu d'efficacité ou des effets secondaires. Donc, l'Epidiolex est approuvé par la FDA. Il est approuvé aussi en Europe pour le traitement des crises reliées au Lennox-Gastaut puis au Dravet. Il n'est pas disponible au Canada, puis je ne suis pas certaine qu'il ne va jamais être disponible au Canada parce que ça coûte cher, puis je ne sais pas si on est capable de démontrer que ça a une plus-value par rapport aux autres anti-épileptiques. En tout cas, ce n'est pas moi qui va faire les démarches, je vais vous dire. Donc, au niveau des essais cliniques chez l'adulte, clairement, il y a beaucoup, beaucoup moins de données. Moi, j'ai recensé 4 essais cliniques qui sont recensés dans une revue Cochrane qui représente environ une 50aine de patients avec des doses de 200 à 300 mg par jour de CBD. Les résultats sont assez variables, mais évidemment, on s'entend que c'est des patients qui ont toutes sortes de types d'épilepsie, puis il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est soit très efficace ou pas très efficace, mais ce qu'on sait, en tout cas, ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça, c'est que c'est sécuritaire. Il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Donc, au niveau du Canada, au niveau du Québec, qu'est-ce qu'on fait? En fait, depuis 2011, on prescrit à des gens comme moi. Je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui me fait triper particulièrement, mais je le fais. De l'huile de CBD. Au départ, en fait, c'était les parents qui le préparaient à partir des feuilles et qui étaient coachés par des médecins de famille. Depuis 2016, on a vraiment des huiles de cannabis à faible teneur en THC qu'on utilise. Puis c'est ce qui a été utilisé dans le registre québécois de cannabis pédiatrique. Qui a duré, en fait, j'avais les dates tout à l'heure, en tout cas, ça s'est terminé en 2019, je pense. 2017 à 2019. Donc, en fait, on traitait des enfants qui avaient des épilepsies réfractaires avec de l'huile de cannabis à faible teneur en THC. On ne pouvait pas utiliser les mêmes doses qui étaient utilisées dans les essais cliniques de l'Epidiolex parce qu'on avait une portion de THC. Donc, si on montait les doses, si on essayait de monter les doses, on finissait par avoir des effets secondaires du THC. Les résultats, en fait, c'est un peu décevant. Malheureusement, il y a comme seulement 30 enfants sur 80 qui ont complété les 2 ans. Donc, c'est dur de conclure à quoi que ce soit, là, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes de comportement, de la somnolence. Il y en a beaucoup qui ont arrêté. Vous voyez, en fait, il y en a 50% de ceux qui ont arrêté le traitement, c'est parce que ça n'avait aucun effet sur le contrôle des crises. Puis, environ 20% des patients qui avaient 50% de réduction des crises à 6 mois de traitement. Je respire. Bon. Au niveau des effets secondaires, en fait, je pense que le plus important à noter, c'est le risque d'hépatite avec le valproate. OK? Ça peut aggraver l'épilepsie. Ça peut avoir des effets sur le comportement, sur l'humeur. Ce n'est pas si clair que ça. Donc, il y a un avertissement de risque d'idée suicidaire avec l'Epidiolex. Ça peut avoir un effet anxiolytique, mais ça peut avoir un effet complètement paradoxal. Moi, je l'ai vu, j'ai des patients chez qui j'ai prescrit des petites doses qui sont devenues complètement hyperactifs, problèmes d'anxiété, agressivité, irritabilité. On peut voir un peu n'importe quoi. Au niveau des effets bénéfiques, vous savez, la raison pour laquelle les gens capotent sur le cannabis, c'est parce qu'ils pensent, en tout cas sur le cannabidiol, c'est qu'ils pensent qu'il y a un effet bénéfique au point de vue cognitif. Là. Il y a beaucoup de publicité là-dessus, puis malheureusement, en tout cas, je n'ai pas fait le tour de toutes les études parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais les effets positifs cognitifs du cannabidiol, on les a observés chez les patients qui consommaient de la marijuana de façon intensive, à qui on a donné de la marijuana qui contenait beaucoup plus de cannabidiol et ils se sont améliorés.
et je trouve que c'est normal. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très significatif pour nos populations. Donc, quand on teste des volontaires sains et qu'on leur donne du cannabidiol, ça n'a aucun impact positif ni négatif sur leur cognition. Puis au niveau de l'anxiété, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que le cannabidiol soit utilisé comme anxiolytique, mais c'est vraiment pas si clair que ça, que c'est efficace. Les bonnes études ne démontrent pas vraiment d'effet. Voilà. Au niveau des interactions, ce qui est important pour vous de savoir si vous le prescrivez, c'est surtout l'interaction avec le clobazam parce que ça peut augmenter de façon très significative la somnolence. Il y a aussi une interaction avec le valproate, comme je disais, ça peut donner une hépatite. Puis il y a des interactions aussi avec le risperdal, le lévétiracétam, la lamotrigine, probablement avec d'autres composés parce qu'il y a aussi, c'est métabolisé par un cytochrome. Donc, c'est vraiment important de vérifier, ce n'est pas si bénin que ça comme molécule. Pour ce qui est de la prescription, vous avez 3 alternatives, en fait, si vous décidez d'en prescrire. Donc, on peut soit directement prescrire auprès d'une compagnie qui est approuvée par Santé Canada, compagnie homologuée. J'en ai mis 3 ici, mais il y en a plus que ça. Vous avez aussi l'option de référer votre patient à une clinique spécialisée en cannabis médical. Il y a des cliniques de cannabis médical qui sont dirigées, où il y a des médecins de famille qui prescrivent le cannabis, mais il y a aussi des cliniques où vous faites une prescription à l'aveugle et ce sont les intervenants de la clinique qui vont prescrire les doses. Et je vous avertis, ces gens-là ne sont pas nécessairement des médecins ni des infirmières. Ils ont une formation en cannabis. Mais personnellement, c'est une pratique que j'aime un peu moins. Il y a aussi l'option de référer votre patient à la SQDC pour un autotraitement, ce que je préconise un peu moins aussi. Au niveau de l'administration, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que depuis mars dernier, en fait, ça fait 1 semaine, il existe maintenant une huile qui est extraite de l'huile de chanvre, donc qui ne contient que du THC. Avant ça, on n'avait pas le droit d'extraire le CBD de l'huile de chanvre pour une raison qui est vraiment très obscure, mais peu importe. Et donc, c'est disponible maintenant chez Spectrum. C'est l'huile Clear. C'est clair qu'il y a plein d'autres compagnies qui vont se mettre à en produire. C'est administré sous forme d'huile ou sous forme de gélule. Si vous voulez le prescrire, vous prescrivez à la compagnie directement. Le patient s'inscrit à la compagnie et les bouteilles vont être livrées directement chez le patient. Et c'est vous qui déterminez le dosage. Donc, administration, dosage, ce n'est pas tellement compliqué. Là. Les dosages, en fait, les doses adultes, je ne suis pas vraiment à l'aise de ce que je vous dirais. Nous, en pédiatrie, on va y aller de 2 à 10 mg par kilo par jour. Possiblement qu'avec le CBD à base d'huile de chanvre, on pourrait même aller plus haut que ça parce que les Epidiolex sont montés jusqu'à 20-25 mg kilo jour. Donc, c'est une huile, ça goûte vraiment pas bon, ça sent pas bon, mais comme on ne donne pas des grandes doses, en général, ce n'est pas un problème. Et là où je voulais en venir, c'est surtout au niveau des coûts. C'est pour rembourser par les compagnies d'assurance. Les bouteilles vont coûter entre 60 et 100 $ la bouteille. Un patient peut passer entre 1 et 10 bouteilles par mois, dépendamment du poids du patient, dépendamment de la dose. J'ai calculé pour un patient adulte que ça coûterait environ 500 $ par mois si on visait une dose de 200 mg. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça, j'avais trouvé ça, c'était avant la pandémie. Je trouvais ça vraiment drôle. Voilà. Bref, pour finir, dans le fond, c'est une option. C'est sûr que là, comme on vient juste d'avoir l'huile de chanvre de disponible, je ne peux pas vous dire c'est quoi mon expérience clinique par rapport à ça. Je l'ai prescrit pour la première fois la semaine passée. Est-ce que ça va être plus prometteur, mieux toléré? Est-ce qu'on va pouvoir monter les doses plus? Est-ce qu'on va avoir un meilleur contrôle de l'épilepsie? Peut-être. Je pourrais vous en reparler l'année prochaine. Puis, certainement, le facteur limitant, c'est le coût. Là. Voilà. Beaucoup, Dr. Liu. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Moi, j'avais un commentaire, ma propre expérience. En fait, j'avais justement, c'était Spectrum là, que j'avais approché pour justement 2 de mes patients, puis c'était une question financière finalement qui avait restreint, mais les prix, c'était vraiment autour de ce que vous avez mentionné, autour de 400 à 500 par mois, là, quand on parlait pour les doses adultes. Oui, en fait, ils font un rabais pour les patients pédiatriques. Ça leur coûte 30 % moins cher, les enfants. Ouais. Pratico-pratique, là, disons que tu commences ton CBD, ton huile.
Ouais. Donc, le clobazam, tu fais quoi? C'est la journée où il commence et une semaine après, tu diminues de 50%, tu diminues de 25%? Écoute, moi, je te dirais que personnellement, la majorité du temps, j'ai essayé de l'arrêter complètement. C'est-à-dire pas de l'arrêter d'un coup, on s'entend, là. Mais la majorité du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé le plus possible de sevrer le clobazam avant de commencer le cannabidiol, de m'en débarrasser complètement. Je pense, tu sais, j'ai peut-être une vingtaine de patients que j'ai mis là-dessus, là, puis je pense pas que j'ai des patients que j'ai mis sur les deux. Parce que de mémoire, il me semble qu'on a eu un patient à un moment donné comme ça qui avait vraiment eu des interactions significatives. Là. Fait que c'est ça. Merci. Dr. Osterman. Excellent. Merci. Fait que j'ai pas tant de conflit d'intérêt. Je voulais juste mentionner que j'ai été sur le groupe de travail provincial à l'INES pour évaluer l'efficacité de KetoVi et KetoCal, 2 produits maintenant disponibles, approuvés par la RAMQ là, pour nos patients avec épilepsie pharmacorésistante. Je vais avancer rapidement. Je vais passer quelques diapos là, juste pour rentrer dans le temps. Ça, on a déjà vu ça. C'est quoi les critères pour avoir une épilepsie pharmacorésistante? Puis aussi les chiffres qu'on a vus dans la publication de Kwon et Brody. On a parlé de plusieurs de ces alternatives déjà. Maintenant, les régimes. En fait, il y a principalement 4 régimes diététiques. Où est-ce que le plus populaire, en fait, c'est celui qui est le plus vieux, c'est le régime cétogène classique, qui est utilisé depuis 1921. Après, il y a eu d'autres en fait, variants de la diète qui incluent le régime à base de triglycérides à chaîne moyenne. Il y a aussi le Modified Atkins Diet qui a été initié à Johns Hopkins, qu'on utilise régulièrement en pédiatrie et aussi chez les adultes. Et à Boston, une autre thérapie a été inventée où est-ce qu'ils utilisent en fait plus l'indice glycémique pour améliorer le contrôle de les crises épileptiques. On va passer chaque thérapie un à un. Ça, c'est juste une diapo où est-ce qu'on... Qu'est-ce qui est en bleu? Le pourcentage de calories fourni par les lipides ou le gras dans la diète. Fait que vous voyez dans la diète classique, 90% de les calories sont fournies par les lipides, qui est énorme, qui fait que c'est une diète quand même restrictive. On voit un petit peu plus de flexibilité dans les 3 autres qu'on va voir en détail avec les autres diapos. Et donc, juste pour commencer, c'est quoi des cétones? En fait, des cétones, c'est des dérivés des acides gras ou des lipides qui sont produits par le foie et rentrent dans le sang et qui nourrissent les cellules lorsque le glucose n'est pas disponible en grande quantité. En temps normal, les cétones ils vont fournir l'énergie pour le corps, en fait 2 à 6 de l'énergie nécessaire pour l'apport quotidien. Quand quelqu'un est sur une thérapie diététique, ce pourcentage augmente à 50 et même 60 des calories viennent des cétones pour nourrir les neurones au cerveau. Principalement, c'est des produits qui vont utiliser le cycle de Krebs pour fournir l'ATP, qui est une autre façon de fournir l'énergie. Juste pour revenir, en fait, il y a 3 cétones. Le plus important, c'est le bêta-hydroxybutyrate, qui est celui qu'on peut mesurer dans le sang. Il y a aussi le acétoacétone, qui est un autre produit important. Le 3e produit ou cétone, c'est acétone, qui est juste un produit négligeable qui, on va sentir dans la laine des patients sur la thérapie qui amène l'odeur fruitée. Mais ce n'est pas quelque chose qui est important pour l'apport énergétique.
Fait que pour commencer avec la diète classique, c'est le régime le plus restrictif, mais aussi celui qui est le plus efficace. Et donc, si notre patient peut le tolérer, c'est celui qu'on aime utiliser, surtout quand c'est possible de l'initier ou c'est nécessaire de le commencer rapidement. Par contre, il faut calculer plusieurs éléments dans la diète qui fait que c'est un peu compliqué. Puis, c'est aussi le régime qui nécessite l'admission à l'hôpital pour l'introduire. Avant, on faisait une période de jeûne de 1 à 3 jours avant de commencer la diète à l'hôpital, qui n'est plus disponible, n'est plus nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut changer tous les médicaments à une formulation sans sucre. L'admission à l'hôpital est nécessaire pour surtout dépister des épisodes de hypoglycémie sévère, l'acidose métabolique sévère, la déshydratation. Ça nous donne aussi l'option de montrer à la famille ou aux patients de comment mesurer, peser les repas, préparer le régime. On fait aussi beaucoup de prises de sang pour évaluer pré-diète et post-diète, puis faire une surveillance, surtout pour les glycémies, puis pour être sûr qu'on est à un niveau de cétose nécessaire, pas trop haut, pas trop bas. On peut mesurer les cétones dans les urines, souvent 3 fois par jour, mais encore une fois, c'est le niveau de bêta-hydroxybutyrate sérique qui est l'indicateur le plus fiable qu'on peut faire à l'hôpital. Les avantages de la diète classique, c'est celui qui est la diète le plus efficace. On contrôle aussi plus rapidement les convulsions versus les autres types de régimes. C'est facile à initier chez un patient avec une gastrostomie. Et donc, nos patients qui ont des troubles neurodéveloppementaux un peu plus sévères, qui ont de la dysphagie, une gastrostomie déjà, c'est plus facile de commencer cette diète. Et c'est aussi une diète qu'on peut commencer aux soins intensifs chez des patients en status super réfractaire, qui n'est pas possible pour la plupart des autres régimes. Par contre, c'est très restrictif. Il y a beaucoup plus d'effets indésirables que les autres variants. Puis 45% des patients vont abandonner la diète après 1 an. Le régime MCT, en fait, c'est plus un variant de la diète classique parce que finalement, on va juste donner un petit peu plus de flexibilité à aux diètes classiques en remplaçant plusieurs produits de gras ou des produits ou des lipides par les triglycérides à chaîne moyenne parce que les chaînes moyennes, ils vont fournir plus d'énergie que des chaînes longues ou d'autres types d'acides gras, qui nous donnent plus de chances d'offrir des calories via des protéines ou des glucides qui amènent plus d'options pour le patient, qui est très apprécié. Et c'est aussi quelque chose qui aide à combler des périodes plus prolongées de jeûne, souvent durant la nuit. Généralement, avec la diète classique, on est plus à risque d'avoir la constipation. Et donc, c'est intéressant aussi d'ajouter des MCT, souvent avec l'huile de coconut, pour en fait contrebalancer ça, parce qu'un des effets indésirables, c'est la diarrhée. Il faut juste faire attention avec l'acide valproïque, parce qu'on est plus à risque d'avoir des problèmes de toxicité hépatique. Troisième diète ou régime, c'est le Modified Atkins Diet, qui est le régime le moins restrictif, qui peut même être initié en ambulatoire et donc pas à l'hôpital. C'est riche en gras et en protéines. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne limite pas les calories. Fait que le patient peut manger autant qu'il veut, il peut boire autant qu'il veut d'eau. C'est quelque chose où est-ce qu'on a juste besoin de fournir 60 à 60% des calories via des lipides, qui est équivalent à un ratio classique de 1 pour 1. On ne pèse pas les aliments, fait que ça aussi c'est intéressant. Puis on permet plus d'aliments qui sont faciles à aller chercher, comme le poulet, les viandes, le bacon, qui est plus limité avec la diète classique. Il y a aussi moins d'effets indésirables. Le désavantage, c'est un peu moins efficace que la diète classique. Le dernier la dernière diète, c'est celui à faible indice glycémique ou Low Glycemic Index Therapy, qui est initié à Boston. Dans le fond, c'est quand même une thérapie intéressante qui est sous-utilisée parce que c'est un peu plus compliqué, puis c'est différent des autres thérapies, qui fait que les nutritionnistes sont moins à l'aise de l'utiliser ou le commencer, surtout au Canada. Donc, on utilise seulement, en fait, on va éliminer tout aliment qui a un indice glycémique élevé, plus que 50, où est-ce que le glucose ou le sucre est à 100, et donc c'est comparé avec l'indice où est-ce que le contrôle, c'est le sucre. Et on limite aussi le nombre de grammes de glucides qui est permis, qui est quand même restrictif à 40-60 grammes.
Donc, c'est moins restrictif que la diète classique, mais c'est quand même plus prescriptif ou compliqué que le Modified Atkins Diet. Quand même, on a juste besoin de 60% des calories qui viennent de les lipides, mais encore une fois, c'est quand même compliqué à organiser comme régime. Par contre, on peut le commencer en ambulatoire, on n'est pas obligé d'admettre le patient, et il y a moins d'effets indésirables que la diète classique. Encore une fois, probablement un peu moins efficace. En parlant d'efficacité, c'est quand même très efficace, la diète cétogène, surtout en pédiatrie. Basé sur le Cochrane Review fait en 2018, au moins 50% des patients ont vu une amélioration significative ou ils ont été considérés comme des responders avec une diminution des crises d'au moins 50% à 6 mois. Puis c'est quelque chose qui a été retenu jusqu'à 2 ans chez 80% des patients. Il y avait même du seizure freedom chez 10 à 55% des patients, qui n'est pas négligeable. C'est une guérison de leur épilepsie. Ça, je vous donne plusieurs exemples d'études randomisées contrôlées qui ont été étudiées. Il y a même des conditions spécifiques où est-ce qu'on voit une amélioration des crises de plus que 60, où est-ce que on voit des responders dans plus que 70% des patients. Ça inclut des patients qui ont une déficience en GLUT1, le syndrome de Douce, même des enfants qui ont des spasmes épileptiques vont répondre à la diète cétogène après le vigabatrin et puis les stéroïdes dans plus que 70% des cas. Ça, c'est juste un tableau pour vous, là, pour indiquer qu'il y a quand même des contre-indications à la diète. C'est surtout des maladies métaboliques où est-ce qu'on a un problème à métaboliser des lipides ou des acides gras, ou il y a un problème avec le système de transport de carnitine. Il faut aussi faire attention si on l'utilise pour le status épilepticus parce que c'est contre-indiqué de l'utiliser avec propofol. Ça augmente le risque de propofol infusion syndrome. Chez l'adulte, c'est un peu plus controversé. Les études, en fait, c'est moins étudié. En fait, la dernière fois que j'avais présenté sur le sujet, c'est l'année passée, puis j'ai été coincé par une question de Dang qui m'a dit pourquoi que le Cochrane Review ne supporte pas la diète cétogène chez les adultes. Honnêtement, je ne savais pas comment répondre à cette question, mais finalement, Dang, c'est parce qu'il n'y a pas d'études. Parmi les 13 études randomisées contrôlées là, qui ont été évaluées, il y en avait 2 qui incluaient les adultes, puis il y avait à peu près un petit peu plus que 100 patients. Ou est-ce que finalement, leur conclusion, c'est qu'on ne sait pas si ça fonctionne ou non chez l'adulte. Par contre, il y a quand même des méta-analyses qui regardent d'autres études. Bon, pas randomisées, mais des études de haute qualité, prospectives, où est-ce que cette étude, la deuxième étude que je marque ici, a regardé 16 études qui démontraient une efficacité comparable à la pédiatrie. 53% des patients ont vu une réduction de au moins 50% de leur crise, 13% en seizure freedom. Et donc, il y a quand même de l'évidence. Ce n'est pas aussi fort qu'en pédiatrie, mais ça existe. Et une chose à considérer, c'est que la plupart des adultes vont continuer sur la diète à long terme, versus en pédiatrie où est-ce qu'on garde 2 à 5 ans, puis on peut le sévrer après ça. Qu'est-ce qui est utilisé plus chez les adultes? C'est le Modified Atkins ou le Low Glycemic Index Diet, parce que la diète classique, c'est trop restrictif. Finalement, je termine avec les effets indésirables. Il y en a plusieurs, mais heureusement, c'est des effets indésirables traitables. Fait que les effets indésirables les plus fréquents, c'est la constipation, nausées, vomissements, les hypoglycémies. Ça rentre dans l'ordre, puis il y a des traitements pour ça. Pour l'acidose, on peut traiter ça aussi avec des bicarbonates. Pour les calculs rénaux, on diminue le risque de 6% à 1% avec le citrate de potassium. On peut traiter la dyslipidémie, mais c'est quand même pas si fréquent que ça. Puis généralement, ça va rentrer dans l'ordre avec le temps. Par contre, on peut modifier la diète pour minimiser là, les risques à long terme. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des carences en vitamines, carnitine, sélénium, qui peut amener des effets indésirables plus sérieux. Et donc, on fait des dépistages, on fait des niveaux, puis on va traiter ça avec des suppléments si nécessaire. Puis finalement, il y a des inquiétudes pour le retard de croissance ou des problèmes osseux à long terme, mais pour le retard de croissance, c'est quelque chose qui va se rattraper après qu'on enlève la diète, surtout en pédiatrie. Puis pour le métabolisme osseux, il y a quand même des traitements pour ça. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Horseman. Est-ce qu'il y avait des questions? Bradley, l'adhérence au traitement chez les enfants et chez les adultes, c'est quoi?
Bonne question. Ça dépend c'est quelle diète, parce que il y a quand même plusieurs séries de cas, des études faites à Boston, puis aussi dans d'autres gros centres, parce qu'avec le Modified Atkins ou le Low Glycemic Index, c'est quelque chose où est-ce que les gens sont capables de rester à long terme chez la majorité des patients, comme 60-70% des patients adultes. La diète classique, non, mais en pédiatrie, c'est ça que j'avais montré, c'est abandon à 42% pour la diète classique en pédiatrie. Très belle présentation. C'est quoi l'efficacité pour le statut super réfractaire? Super, merci d'avoir mentionné ça. C'est extrêmement efficace chez des patients qui ont un tableau de FIRES, un Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome. C'est des patients qui arrivent en super refractory status avec un contexte de fièvre. Plus que 70% des patients vont répondre à la diète cétogène. On peut rentrer en cétose en dedans de 3-4 jours, puis on voit une efficacité à partir de jour 7 chez ces patients-là. Fait que pour les patients FIRE, c'est très efficace. Pour les patients en status, pour d'autres raisons, on a une efficacité qui varie entre 40-50%. Plus rapidement. Fait que pour nous, au Children's, en fait, si on n'a pas une réponse à la fin de notre première semaine, on va déjà instaurer la diète cétogène pour retrouver le contrôle, surtout avec les patients avec FIRE. Il faut faire attention avec les corticostéroïdes. Parce que ça peut jouer avec la capacité à avoir la cétose. Et il faut aussi faire attention avec le phénobarbital, qui a des interactions importantes qui limitent la cétose possible. Donc, si je comprends bien, on cesse, par exemple, des molécules comme le propofol quelques jours à l'avance. Oui. On évite le phénobarbital et les corticostéroïdes Oui. dans ces contextes-là. Phéno, c'est difficile, mais on peut utiliser d'autres molécules comme isoflurane ou d'autres médicaments. Le midazolam, ça serait possible de le garder. En perfusion. Kétamine, j'imagine aussi. Kétamine aussi, oui. J'ai juste une question par intérêt, par curiosité. Qu'est-ce que tu dis? Moi, ça m'arrive souvent que j'ai des parents qui viennent me voir et qui disent « Hey, la diète cétogène, nanana. » Si je donnais juste plus de sucre à mon enfant, là, est-ce que ça marcherait? Non. Non. Il faut vraiment être en cétose constante. Les moindres fluctuations dans la cétose fait qu'on va perdre l'efficacité de la diète immédiatement. Fait que c'est un contrat à signer avec la famille que il faut avoir une famille sérieuse pour l'initier, surtout que c'est très demandant d'initier dès le départ. On a quand même des services limités, on a une liste d'attente de patients qui attendent pour être sur la liste, pour être sur la diète cétogène. Fait qu'on ne peut pas juste l'offrir comme ça, puis c'est pas quelque chose que les familles peuvent faire eux-mêmes à la maison. On a aussi une question dans l'assistance de Dr Bélanger, en fait, qui demande chez l'adulte s'il y a des types d'épilepsie qui répondent mieux à la diète cétogène que d'autres. Fait que bonne question. C'est important de savoir que ça fonctionne chez des patients qui ont une épilepsie focale, une épilepsie généralisée. C'est même utilisé chez des adultes qui ont des syndromes épileptiques idiopathiques, comme l'épilepsie juvénile myoclonique. Il y a des patients qui vont être là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en général, mais c'est décrit puis efficace, autant que d'autres épilepsies. Et donc, on n'est pas supposé de considérer ce traitement comme un traitement à dernier recours. Pour moi, c'est un traitement hyper efficace. Ou est-ce que si j'ai une épilepsie pharmaco-résistante, peu importe si c'est en pédiatrie ou un adolescent ou un adulte, et c'est des patients qui ne sont pas des candidats chirurgicaux, il faut vraiment considérer la diète cétogène quand même sérieusement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Annie, je me demandais, vous l'essayez pendant combien de temps la diète avant de conclure à une non-efficacité? Il faut attendre 3 mois pour voir si la diète fonctionne ou non. Généralement, on voit ça rapidement après le premier mois. C'est supposé être plus rapide chez un patient en status ou même des enfants, des nouveau-nés. On peut commencer ça plus rapidement et tomber en cétose rapidement. Mais généralement, il faut attendre au moins 1 à 3 mois, puis on dit 3 mois à la famille avant de l'enlever. Puis si vous l'avez commencé, par exemple, dans un contexte de FIRES, est-ce que vous allez la poursuivre aussi à long terme? Oui, puis on fait un sevrage progressif sur 3 à 6 mois, généralement par la suite. Mais on va le continuer au moins pour 3 à 6 mois avant de l'enlever. Merci. On a des patients qui sont sur la diète pendant
plus que 5 ans, 10 ans. Il y a même des conditions comme le syndrome de Glut 1. C'est des enfants qui sont sur la diète toute leur vie parce que leur corps a besoin de ça. Puis, il n'y a pas d'études qui démontrent que c'est dangereux pour eux s'ils sont bien pris en charge. Puis, on peut dépister ou traiter les effets indésirables. Je pense que ça conclut. Merci beaucoup, Dr. Stern. Merci à tous nos conférenciers pour la journée. Merci également aux commanditaires là, donc, de la journée, donc UCB Canada, ISAI, Paladin, Synovion, Pandopharm, Nivanova et aussi la Fondation Savoie. Donc, par contrainte de temps, là, donc, on vous a envoyé le post-test, il sera envoyé par courriel, tout comme l'évaluation donc, de la journée à remplir. C'est toujours très apprécié. Puis les suggestions également de sujets là, pour l'an prochain. Donc, ça va être un rendez-vous. Merci.